C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonjour Katie, bonjour Stéphanie, bonjour Barbara, merci d'être avec nous. Bonjour Comment Manon. ça va les filles? Salut! Ça va très très bien. Il est quelle heure chez toi? Il est 13h18 à l'heure où nous enregistrons. Ok. Et vous? Normalement, si tout va bien? 11h18. Bon, ça va, le monde est toujours tel qu'il est, 2 heures de décalage entre la Réunion et la métropole. Alors, je vais commencer par vous introduire un petit peu. C'est un épisode qui promet d'être riche, car aujourd'hui, on reçoit 2 personnalités emblématiques du sport féminin toulousain, et je pense du sport féminin français. Je présente Katie Miaro et Stéphanie Ferras. Donc Katie, si j'ai bien fait mes devoirs, tu es ostéopathe, kinésithérapeute, mais tu es aussi entraîneuse sportive et enseignante vacataire à l'IFMK de Toulouse. Tu as obtenu de nombreuses distinctions tout au long de tes études, que ce soit le prix du conseil scientifique en ostéopathie, le prix d'innovation en kinésithérapie ou encore le prix des jeunes talents de la diversité. Je crois savoir que la danse et même l'art au sens large s'invitent également dans tes prises en charge et j'espère que tu nous en diras un peu plus sur le sujet. Wow. Stéphanie. Ah bah vas-y. Est-ce que j'ai oublié quelque chose déjà, Katie, si tu veux rajouter? Non, mais c'est parfait. Nickel. C'est fou ce qu'on trouve sur Internet. C'est ça. Non, t'inquiète. Donc Stéphanie, tu es préparatrice du Stade Toulousain depuis 9 ans, où tu as commencé avec les jeunes, et puis après les moins jeunes, et maintenant c'est la section féminine que tu as sous ton aile. Tu fais partie des pionniers du terrain qui ont souhaité intégrer les particularités des sportifs comme le cycle menstruel et le plancher pelvien au sein de l'entraînement. Et j'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Tu interviens également dans le champ de la nutrition sportive et de l'haltérophilie, ce qui nous fait un petit point commun avec Barbara et moi. Enfin, alors moi, pas pour la nutrition, mais pour l'haltéro, parce que j'essaye d'apprendre le clean. Mais pour la nutrition, du coup, vous devriez pouvoir échanger avec Barbara. Et donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Stéphanie ? Oui, j'ai quelques petits diplômes en supplément. J'ai été de préparatrice physique de haut niveau avec la Fédé là, il y a 2 ans. Quelques petits diplômes qui traînent de pilates. J'ai certification de niveau 2 de pilates que j'ai fini l'an dernier. Je suis aussi formatrice et jury sur des BPGEPS force. Donc ça, j'ai voulu pas mal là-dessus. Donc il y a plein de petits trucs où j'essaie de développer mes champs de compétences. J'aime beaucoup. Petit. Plein de petits trucs, tu sais, ça, plus ça fait beaucoup. Grave, c'est plein de talents et surtout, c'est hyper large en fait. Enfin, j'imagine que tu dois proposer quelque chose d'assez ouvert aux sportifs. C'est hyper chouette. Donc, toutes les deux ont un très gros bagage et ensemble, vous animez des ateliers axés sur le plancher pelvien, aussi connu sous le doux nom de périnée, où vous abordez les concepts de posture et d'équilibre, ainsi que son intégration dans le sport de haut niveau, comme chez les rugby women du Stade Toulousain. Donc, vous mêlez ces 2 personnalités, vous mettez ça dans le même sac, et vous obtenez une valise de compétences et un joyeux mélange avec un accent toulousain adorable, qu'on est trop content d'avoir sur ce micro. Donc, merci d'être avec nous. Et ma première question, ce serait de savoir comment est née votre collaboration. Alors du coup, je vais répondre moi, donc Stéphanie. En fait, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce qui se passait. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, j'ai commencé avec les garçons, je suis passée avec les filles après. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'on entraîne des filles comme on entraîne des garçons? Quelles questions on peut se poser? Quelles spécificités il y a? Qu'est-ce qui est différent? Donc en fait, c'est vite vu, on les voit très rapidement, on les connaît, les différences. Et en fait, je me suis dit, ok, il faut que je puisse me lancer un petit peu, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe autour du cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe autour de
la femme en général, pardon, au niveau anatomique, physiologique, etc. Et de fil en aiguille, je me suis aperçue, ok, on a des futurinaires, ça aussi, il faut que je pose le sujet. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je sors d'un diplôme STAPS, c'est pas dans mon diplôme que j'apprends ce genre de compétences. Je me suis dit, il faut aller chercher quelqu'un, vraiment, pour pouvoir échanger sur ça. Donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré Kaidi. Et du coup, elle me dit, mais moi, j'ai un mémoire à faire, il me faudrait un panel de joueuses pour pouvoir travailler sur ça. Je dis, moi, j'ai les joueuses, mais j'ai pas les compétences. Je me dis, bon, il faut qu'on mélange tout ça et qu'on arrive à sortir quelque chose. Et en fait, du coup, ce lien s'est fait, que ce soit sur le plan, on va dire, professionnel, mais même sur le plan humain, on s'entend super bien, on s'entend bien vraiment. Donc, ça a de suite matché. Et voilà, donc du coup, de là est partie notre collaboration pour travailler autour des spécificités de la femme. Ok. Et du coup, vous avez pu... Vas-y, pardon. Je rebondis, c'est vraiment une super rencontre parce que quand j'étais partie sur un autre sujet de mémoire et quand je rencontre vraiment complètement différent, j'avais avancé en plus dessus, tu sais, l'année d'avant. Et quand je rencontre Steph, qu'elle m'amène ses problématiques, je vois une joueuse qui m'explique en soins, qui m'explique qu'en fait, il y en a plusieurs qui ont ces problèmes-là. J'en parle à on a le point commun, Vichy, tu as fait tes études de kiné là-bas et moi d'ostéo. J'en parle à mon directeur, Julien Libertou, en disant, écoute, est-ce qu'il y a des techniques ostéopathiques qui pourraient aider les joueuses qui ont des problèmes d'incontinence? Et il me pose la question, il se dit, tiens, c'est un super sujet de mémoire. Ah, je dis, ah ouais, non, j'ai un autre sujet là. Et du coup, je me dis, mais ça m'intéresse tellement. Je me dis, waouh, et je reviens voir Steph, et je l'ai un peu détesté sur le coup parce que tout ce que j'avais fait avant n'a servi à rien. Donc, je suis revenue avec ces recherches-là, et donc elle avait, ce qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire, elle me dit, mais c'est pas une, deux joueuses, hein. Moi j'ai 70 joueuses. Donc, et là, tu te dis, ah ouais, là, ça devient intéressant parce que l'étude, elle va pouvoir être, elle va vraiment pouvoir avoir du sens. Voilà. Ok. Et du coup, tant pis, on va peut-être devancer la fin de l'épisode, mais du coup, ça a donné quoi ce mémoire concrètement aussi, ça concernait combien de personnes, les futurinaires, dans les 70? Donc, dans les 70, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 50 joueuses qui ont répondu. Pourtant, elles ont été relancées et 20 n'ont pas répondu. Donc, ce qui est génial aussi, c'est dans ces non-réponses, il faut comprendre le pourquoi elles n'ont pas répondu. Et tu te fais après des idées, donc tu en reparles un peu avec, parce que je peux les voir, mais c'est sujet 1, sujet 2, sujet 3, il n'y a pas de nom derrière, c'est anonyme. Une des raisons que j'ai évoquées lors de ma soutenance, c'est que derrière, t'as bien beau dire, voilà, ce questionnaire est anonyme, il restera secret, et que tu commences, est-ce que tu te fais pipi dessus, etc. La personne, elle se dit, bon, t'es anonyme, pourquoi elle me pose ces questions-là? Même si c'est assez ouvert, il y avait quand même une pudeur que certaines, je pense, ont eu et elles n'ont pas répondu. Mais ça, c'était génial parce que ça a été un argument sur mon ouverture et sur la discussion qui a vraiment amené une puce, finalement, à ce mémoire-là. Donc, ouais. Moi, je pense aussi, donc il y a ce côté pudeur, et je pense aussi il y a le côté où on est dans le sport de haut niveau, toutes joueuses ne sont pas non plus adeptes à ça, où elles voient que la performance et pas forcément le bienfait. Tu vois, Barbara, tu es sur la nutrition, donc je vais pas vendre les bienfaits de la nutrition pour de la performance, ça va ensemble. Pour moi, c'est des vrais piliers. Sauf qu'aujourd'hui, il y a certaines joueuses, comme des joueurs, ça va pour les sportifs en général, ils prennent pas conscience de ça. Ils voient que la performance à l'instant T. Et malheureusement, je pense qu'il y a aussi eu peut-être des cas comme ça qui ont dit, ouais, non, moi je m'en fous, pour parler vulgairement. Mais, et après, les 50 autres réponses, elles ont été vraiment tellement enrichissantes, et il y avait des questions ouvertes, donc hyper riches en données. Parce qu'il y avait les futurinaires, mais après j'avais ouvert sur les autres problématiques, les règles douloureuses, etc. Donc là, tu te rends compte que waouh, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas abordés. J'avais fait beaucoup de recherches derrière et j'avais rien trouvé. Il n'y a pas grand-chose dessus. Donc là, tu te dis waouh. Ce sujet, il m'interpellait parce que quand j'étais jeune sportive de haut niveau, à 17-18 ans, moi, je pense maintenant que j'ai eu des fuites urinaires sans savoir que c'en était. Je dis souvent, tu sais pas, entre la transpiration ou la fuite, tu sais pas ce que c'est, personne t'en a parlé. Donc c'est pour ça que ça m'a touchée, parce que je me suis dit, waouh, 25, 27 ans plus tard, il y a cette même problématique.
Donc je suis vraiment allée, j'ai poussé loin ce mémoire. Et j'ai obtenu le prix du conseil scientifique parce que vraiment, c'est pas une thèse, mais je te jure que c'était pas mal. Et ils ont été assez impressionnés, donc les médecins, les ostéos qui ont pu lire ce mémoire, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que, eh ben, qu'il y avait une vraie problématique et que l'ostéopathe, quand bien même dans son cabinet, il avait l'impression d'avoir des outils pour aider ces femmes-là, ben, d'un point de vue scientifique, il n'y avait aucun écrit qui pouvait le prouver. Mm. Il y avait ce delta entre, ben oui, on fait plein de choses qui peuvent aider les femmes, chacun de son côté, ou chacun de son côté. Et quand tu vas dans les études, tu dis, mais en fait, il n'y a rien. Il y a celui qui dit ça, celui qui dit, tu sais, chacun fait un peu sa sauce, là. Et puis derrière, tu te dis, mais scientifiquement parlant, il y a quoi, en fait? Et là, ça a été interpellant. Et c'est vrai que donc, j'ai fait ma belle après sur les réseaux sociaux avec ce prix du conseil scientifique que j'ai amené aux filles en disant merci beaucoup. Donc, grâce à vous, j'ai un prix. Je me suis targuée sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas résolu votre problème. Donc, on va vraiment. C'est du win-win. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, je vais me pencher sur ce protocole transversal que je vais mettre en place pour, en tout cas, essayer de vous aider, vous. Et si c'est pas vous, c'est les prochaines générations. Top. Trop intéressant. Je peux me permettre une question ? Oui. Vas-y, ça va être précieux, je pense, parce que nous, on parle le même langage, donc on se rend pas toujours compte, entre guillemets, de ce qui est su et pas su. Donc, franchement, Barbara, n'hésite pas à nous dire. Ouais, c'est pas mon domaine d'expertise, le plancher pelvien, etc. Donc, je m'y intéresse grâce à Manon et aux différents épisodes qu'on a pu enregistrer jusqu'à présent. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des spécificités selon les sports, par exemple ? Parce que j'ai quelques idées, évidemment, comme je coach en musculation, sur des mouvements type force. Mais par contre, quand c'est des sports d'équipe, est-ce qu'il y a vraiment des sports qui sont plus à risque que d'autres ? Ça, je pense que ça va intéresser les auditeurs et les auditrices. Ouais, est-ce qu'il y a des sports plus à risque que d'autres ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Alors, je rajoute juste une question, Kaidi. Est-ce que tu peux nous définir peut-être pour le grand public les fuites urinaires et la classification que tu as utilisée pour parler de fuites urinaires ? Parce que nous, ça fait débat aussi dans la, dans la communauté scientifique sur à quel moment tu dis que tu as des fuites ou pas. Alors, donc, très bien, parce que je vais te donner, là, tu vois, j'ai mes notes là, comme ça, la définition, elle est très claire, c'est celle de la Haute Autorité de la Santé. Les troubles urinaires sont définis comme une condition dans laquelle la perte involontaire d'urine survenant par le méa urétral constitue un problème social ou d'hygiène et peut être objectivement démontré. Alors, je vais te donner une classification encore un peu plus précise. Il y a 3 grands types d'incontinence urinaire, à l'effort, par impériosité, ou mixte. Moi, je me suis intéressée à celle à l'effort, qui est la plus fréquente. Et une autre définition que j'aime beaucoup, c'est plainte de fuite involontaire d'urine lors d'un effort, d'une activité physique, d'un éternuement ou d'une toux. Elle peut être liée à une hyperpression de poussée et ou à un déficit de pression de retenue. Ce qui veut dire que quand tu tousses, que tu ris, que tu te pisses dessus, c'est une incontinence urinaire à l'effort ou d'effort. Donc c'est pathologique. Je sais, quand on met pathologie, ça fait un gros mot. Et moi, je préfère dire un gros mot en disant, ben moi, là, dans la définition, une incontinence urinaire à l'effort fait partie des pathologies. Donc, quand tu ris avec tes copines et que tu as une fuite, c'est déjà pas normal. Donc, voilà la définition concrète. Alors, pour répondre, Barbara, à ta question, c'est vraiment spécifique à chaque sport. Donc, il y a des sports qui sont dits des sports à impact, des sports à saut, où tu as vraiment une pression qui se fait sur ce plancher pelvien, qui sont plus à risque par rapport à ces fuites urinaires. Et dans les sports à impact, forcément, il y a le rugby, sport à saut, le handball, le volley, la gymnastique, le trampoline. Donc, dans les peu d'études qu'il y avait, donc ressort ces joueuses ou ces sportives qui ont en commun d'avoir des sports à fort impact et à saut, tu vois, tout ce qui est rebond, etc. Donc, est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Oui, oui, merci beaucoup. Carrément.
Et je reprends un peu, la suite de la classification du coup, enfin dans mon bagage, j'ai aussi des formations en périnée. Donc j'ai pas fait un mémoire, en ostéo, mais du coup je fais partie des kinés qui rééduquent, le plancher pelvien. Et effectivement en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'en fonction de la définition qu'on choisit pour, catégoriser la fuite urinaire, les stats varient énormément. La prévalence de la survenue des fuites varie énormément. Du coup, en fait, ce que j'essaye de dire aux sportifs pour sensibiliser, c'est qu'en fait, même une goutte, ça compte, en fait. Même un petit peu, ça compte. Et c'est clair, tu l'as dit tout à l'heure, la transpiration, c'est un sujet qui revient énormément en me disant, bah, en fait, j'en ai aucune idée, juste je suis trempée, trempée, trempée. Et tu te dis, ben ouais, mais du coup, il faudrait vérifier comment ça se passe au niveau du bilan. Est-ce qu'on peut mettre en évidence que c'est que de la transpiration ou quoi. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, sur le trampoline, on va sur des scores allant à 100% de prévalence de fuite. Donc, effectivement, il y a des études de prévalence qui ont été faites sur la prévalence. Ça va être vraiment se dire, est-ce que vous avez eu une blessure? Et du coup, comme les fuites urinaires peuvent être considérées, comme tu l'as dit, comme une pathologie, et au sens aussi simple d'une blessure, on traite une entorse, on doit traiter les fuites urinaires. Et du coup, chez les femmes qui font du trampoline, ça va à 100%. Et tu te dis, mais mon Dieu, c'est dingue! Et on s'en préoccupe toujours pas avec des interventions. Et le problème, c'est comme tu l'as dit, Katie, dans la littérature, il n'y a pas beaucoup d'études bien menées sur comment on réduit ça, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. Du coup, voilà, on a hâte de, je pense, parler de ton mémoire par rapport à ça. Je sais pas si tu veux compléter, du coup. Alors, je vais rebondir sur quelque chose, c'est que je te dis, j'avais 17 ans, j'en ai 45, et bien je t'assure, je vais être franche, et c'est un peu vulgaire, excusez-moi, les gens n'ont rien à branler des problèmes de neurogynécologiques de la femme, mais parce que, imagine, en 27 ans, je regarde, il n'y a pas d'études qui sont faites, et je donne comme exemple, mon mémoire de kiné, c'était le rôle de l'haltérgé sur la ligamentoplastie du genou, tu vois. Ouais, combien d'études on a ça? Tu tapes SCA, mais tu as 3000, mais tu peux prendre tout ce que tu veux. C'est lunaire. Tu tapes urinaire, tu cherches, tu vas un peu aux États-Unis, un peu en Allemagne, et tu cherches, mais tu as un vide. Et ce qui est terrible, alors je vais être encore plus franche, et là je vais parler, me permet, je parle en plus en tant que maman, j'ai eu des fuites urinaires post-accouchement. Mais les fuites urinaires, tu sais comment j'ai su? Parce que quand j'ai des fuites urinaires, j'étais même pas étudiant, j'ai passé mon bac. Je l'ai su, et je vais être franche, et j'ai fait un déni, je pense. C'est que tu sais pas si c'est la transpiration ou pas. Le moyen de le savoir toi avec toi-même, c'est que tu sens ta culotte. C'est ça. Et tu sais, et tu dis, c'est pas trop de la transpiration, mais tu te dis, personne n'en a parlé, c'est pas grave. Donc tu te dis presque, c'est normal en fait. Et tu as 17 ans, hein, 17, 18 ans, et c'est vraiment bien plus tard que j'ai appris ce que c'était que les incontinences urinaires à l'époque, peut-être en STAPS, un tout petit peu, et c'est après en kinésithérapie qu'on aborde ce sujet-là. Tu reviens en arrière, tu dis, ah, c'était bien du pipi. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, de ouf. Mais c'est clair, c'est un vrai déni. Et du coup, je réponds à l'autre moitié de la question de Barbara aussi sur les sports de force. En fait, la différente chose aussi, c'est que tout est une gestion de pression du caisson abdominal. Et le fait d'avoir, alors peut-être que tu pourras compléter, Stéphanie, le port de la ceinture, en fait, en sport de force, je pense notamment au deadlift. En fait, tu vas devoir faire un bracing, théoriquement. Sauf que le bracing, normalement, t'es pas censé. Les Anglais disent bearing down. J'écoute beaucoup de podcasts là-dessus parce qu'en français, je ne trouve rien. Donc, j'espère que les gens pourront écouter et trouver des choses. Qu'en fait, le bearing down, ça va être une poussée vers le bas. C'est-à-dire, tu vas retenir ta respiration, tu vas faire ton engagement au niveau du transverse, mais tu vas pousser. Donc, tu vas faire une apnée pour faire ton effort, mais tu vas pousser vers le bas. Et ça, en fait, on ne veut pas ça. Parce que ça, par contre, c'est ce que le plancher pelvien n'aime pas. C'est ce qui provoque justement ces modifications de pression et qui fait qu'on peut perdre au niveau urinaire. Et ce qu'on aimerait, du coup, c'est plutôt avoir un bon bracing, comme si quelqu'un mettait un point dans ton ventre et que toi, du coup, tu contractes pour te protéger si jamais quelqu'un vient t'utiliser comme un punching ball au niveau des abdominaux. Et là, c'est un effort de pression qui est répété. Donc, en fait, dans ces vidéos qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, des nanas qui soulèvent et qui ont une flaque littéralement qui tombe dessus, c'est pas normal. On ne sait pas, en fait, visuellement, tu ne peux pas savoir ce qui se passe comment elle fait son bracing. Et le fait d'avoir la ceinture, en fait, ça va augmenter la force de pression parce que c'est ce que tu veux par rapport à ton caisson abdominal. Mais si elle pousse vers le bas
contre la ceinture et vers le bas, en fait, c'est pas bon pour le plancher pelvien. Donc tout est une histoire de répartition des pressions abdominales et sur une vidéo, on peut pas répondre à comment elle a fait son dressing, comment elle a fait son engagement au niveau du caisson abdominal pour lever sa barre. Voilà. Je vais complètement ce que tu dis. Après, même sans penser à la ceinture, tu vois, juste sur de la muscu de base, Ouais. on a souvent des respirations qui sont soit inversées, Ouais. des respirations qui sont très mal placées, sur des mauvais tempos, sur des mauvais timings, et en fait, tu te retrouves à l'inverse, d'être plutôt dans du relâchement au moment donné, alors qu'il faut soutenir, et à l'inverse de ça. Moi, je sais que maintenant, je suis un peu en guerre avec les joueuses parce que pour arriver à faire renverser une respiration à quelqu'un qui travaille depuis des années, c'est hyper compliqué. Parce que du coup, tu t'aperçois que quand tu changes ta respiration, tu forces, tu arrives à moins forcer, tu arrives à avoir un gain de force qui est moins important, puisque tu es rentré dans cette habitude, etc. Donc là, déjà, c'est frustrant, les postures ne sont pas les mêmes, tu sens des déséquilibres que tu ne sentais pas au début, puisque tu avais des compensations, etc. Et en fait, par contre, voilà, moi maintenant, j'essaie d'insister sur ça. Soit on travaille sur cette respiration, sur des changements de tempo, soit à des moments, je leur fais ressentir des choses aussi. Donc là, à un moment donné, quand je leur dis là, ok, souffle, elles sentent que ça lâche, elles se disent, hop, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on rentre dans tout ça. Donc, même sans aller pousser au max, sur de la force max, avec ceinture, etc., juste sur du travail déjà de base, des simples bridges avec une respiration placée. Moi, je sais que le Pilates, pour ça, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et de dire, ok, ouais, comment tu vas placer ta respiration? Ok, ben en fait, j'étais complètement à l'inverse, j'étais en train de pousser alors que là, il fallait que je retienne. J'étais pas du tout en train d'aspirer mon nombril, j'étais au contraire en train de faire, de pousser vers l'avant, d'avoir un ventre rond, etc. Et en fait, tout ça, moi, maintenant, j'essaie de le mettre en place en permanence. C'est très difficile parce que c'est vraiment un apprentissage, déjà aussi, il faut arriver à. Tu contredis facilement la joueuse parce que, même pour te dire en toute sincérité, des fois j'essaie de le caler même chez les garçons. Donc, arriver à le mettre aussi chez les gars. Ouais, vraiment. Mais plus compliqué, mais même, tu vois, chez les filles, d'arriver à dire non, non, écoute, on va changer ça, c'est compliqué. Mais au fur et à mesure, on arrive à y rentrer. C'est un travail qui est long quand même. Long et la patience. Ouais. Et c'est hyper important. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est une respiration inversée? Mais en fait, par exemple, tu vois, tu vas avoir. On va reprendre l'exemple du bridge. Donc le pont fessier, hein, c'est ça quand tu parles du bridge? Le bridge, ouais, les relevés de bassin. C'est un exercice qu'on fait régulièrement, fessier, ischio, chaîne poste. Tu vois, on va venir souvent souffler, je vais monter, je vais inspirer, je vais souffler, je vais descendre. D'accord? C'est de pouvoir changer cette respiration pour venir davantage accentuer ton activation du transverse, de venir retenir justement ce périnée, et de pouvoir mieux placer toute ta masse musculaire, justement pour pouvoir venir pousser au moment où tu montes, de venir retenir et de venir après relâcher en déroulant vertèbre par vertèbre, de vraiment avoir ce placement de bassin, cette mobilité, chercher cette mobilité aussi. Voilà, d'avoir, en fait, l'inverse, on n'est plus sur j'inspire, quand je fais l'effort, je souffle, j'inverse. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, pas facile de le faire assis sur une chaise, mais non, c'est plus simple de le faire. C'est vrai qu'on n'a pas la vidéo pour nous aider avec une démo, ouais. Mais si, c'est bien, je pense. Ça répond à ta question. Ouais, ça répond. Squat. Donc, en squat, normalement, tu as ta barre, tu vas venir sur ta place excentrique et tu descends. Inspire, tu remontes, tu souffles. Et moi, je l'ai fait changer. Ok, donc tu fais à l'inverse. L'inverse, une respiration inversée. Ouais. Ok. Tu vois, donc naturellement, tu es censé souffler quand tu descends. Ouais, tu souffles, tu retiens. C'est là où c'est que tu vas pouvoir activer ton transverse parce que tu souffles, tu viens de tenir. Et oui. Et après, au moment où tu remontes, alors à l'inverse, quand on a quand même de la charge sur les épaules, tu vois qu'elles sont sur cette phase concentrique, je leur demande pas de tout lâcher comme on pourrait demander sur des exercices spécifiques, tu vois. Parce qu'il y a quand même une barre, il y a quand même une sécurité. Mais c'est, je retiens, voilà, je souffle, j'aspire mon nombril, je descends, je contrôle ma charge, je contrôle, je tiens. Au moment où tu remontes, on contrôle toujours. Je viens inspirer. J'inspire, je remonte, j'ouvre ma cage thoracique, je viens me tenir en posture. Mais c'est très compliqué. Très, très compliqué parce que normalement, tu descends, c'est pas du tout ça, quoi. Et oui, parce que c'est vrai que naturellement, on a plus tendance carrément à faire l'inverse. Et du coup, quand tu inspires, ben, tu vas pousser ton ventre vers l'avant, tu es en train de descendre, on garde cette phase de squat. Je suis sur ma phase de descente, ça veut dire que je pousse mon ventre vers l'avant, je ne tiens même pas ma base abdominale. Donc en général, on va avoir une antéversion de bassin vers l'arrière, tu vois, tu as une cambrure qui se fait, et alors que tu es complètement en train de pousser vers le bas, et tu ne tiens pas du tout ton périnée. Pas du tout ton transverse non plus. Et va dire à quelqu'un, souffle en descendant, c'est hyper Ouais, c'est dur. Hein. C'est très dur. Et pourtant, ce serait clairement ce qu'il faudrait arriver à faire. Physiologiquement. Ok, et avec ça, du coup, elles arrivent après à regagner en force? Enfin, tu disais qu'il y a un petit... Alors là, en toute sincérité, on n'en est même pas à se dire, ok, est-ce que je vais quantifier par exemple la charge qu'elle prend
on garde le mouvement de squat, c'est un mouvement qui est général et qui parle à tout le monde. Mais quand je lui fais travailler comme ça, est-ce qu'elle arrive à reprendre une RM ou quoi que ce soit? On n'en est même pas à ça. On en est déjà à est-ce que tu sens ton périnée? Est-ce que tu sens que là, tu viens vraiment activer? Est-ce que tu sens que tu ne pousses pas vers l'avant, mais au contraire, tu sens que ta sangle abdominale, ton périnée sont maintenus, que tu as vraiment moi, j'aime bien faire des images de corset, tu vois, on tient vraiment. On a une ceinture, tu vois, ceinture pelvienne, ceinture scapulaire, il faut que ta base, on va dire lombaire, abdo-lombaire soit en béton. Et bien, c'est ça que je veux déjà que ça ressente. Quand on ressentit ça, déjà c'est jackpot parce que même sur le terrain, elles vont comprendre que ce transfert passe par cette sangle-là. C'est la plus, pour moi, c'est ma philosophie de travail après, mais c'est la plus importante. Ok. Donc on parle... Et du coup, c'est des choses que vous mettez en pratique dans vos entraînements respectifs. Déjà, je ne sais pas quels entraînements vous pratiquez toutes les deux. On ne vous a pas demandé en fait. Ouais. Vas-y. Alors, des entraînements, si tu veux, moi j'ai vraiment axé ma profession sur l'ostéopathie dans un premier temps, parce que je kiffe ça. C'est vraiment... Alors, je suis passionnée par le corps humain, donc j'adore la kinésithérapie, j'adore tout ce que je fais, donc je vis ma vie rêvée. À un moment donné, souvent je suis 22 dans ma tête, mais j'ai qu'un corps et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc à un moment donné, tu dois faire des choix. Le choix, il est que j'ai l'ostéopathie, ce qui me passionne le plus aujourd'hui. La kinésithérapie est quelque chose c'est mon dada, c'est-à-dire pour moi, c'est vraiment la base. Je dirais presque tout ostéopathe devrait devenir kinésithérapeute. Souvent, les kinés deviennent ostéopathes, mais il faudrait que les ostéopathes vraiment deviennent kinésithérapeutes. Et là, on gagnerait encore en performance. L'entraînement au sport à la performance, c'était à la base mon premier métier. C'est quelque chose que je m'en sers parce que j'ai créé une méthode de soins où je me sers moi de ça et de mes capacités athlétiques d'ancienne sportive de haut niveau. C'est quelque chose que je fais en prépa physique de façon, c'est une niche que j'ai au cabinet parce que derrière c'est des patients, moi je les appelle des activants, mais que j'accompagne. C'est pas forcément des handballeurs, je te dis il y a des cavaliers, tennis de table, donc c'est du sport à haut niveau, mais je mets ça sur une niche, je les ai en soins. Je suis vraiment dans la récupération, dans l'idée, il y a cette idée. Si tu veux, moi, en prépa, j'ai cette vision aujourd'hui qui est très préventive dans le sens où j'étais blessée. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans la prévention. Excusez-moi, c'est Thierry qui croit que je lui parle. Donc, je suis dans la prévention dans le sens où aujourd'hui, quand je t'amène un geste technique de performance, c'est au travers le regard d'un ostéopathe et d'un kinésithérapeute, c'est-à-dire d'un professionnel de santé. Et alors, j'ai une autre démarche, c'est vraiment, premièrement, ne pas nuire. Donc, n'en déplaise aux personnes que j'accompagne, ils n'aiment pas trop le discours que j'ai, parce que quand ça va pas, je leur dis, non, stop. Alors, c'est compliqué, hein. Donc, parfois, ils m'oublient, ils viennent pas, se disent, oui, on va reprendre plus tard, parce que derrière, ils veulent performer, hein. Mais je suis vraiment dans le préventif, et c'est-à-dire que je suis allée tu vois, c'est comme si toute ta vie, t'as conduit à 300 à l'heure, et tu t'es rendu compte à vieillissant que tu aurais dû conduire à 100 à l'heure, tranquillement, tu aurais été mieux dans ta vie. Et là, en préventif, je dis aux autres, si vous êtes à 50 à l'heure, je vous assure, vous allez perdurer plus longtemps dans votre performance. Très compliqué parce qu'on est dans la compétition, tu es dans l'immédiateté, le court terme, et tu n'as rien à foutre que ton ostéokiné te dise non mais écoute, alors, tu veux, là, tu as un championnat, ah oui, mais tu vois, si tu vas jouer, tu vas te faire mal, alors que dans 5 ans, tu vois, tu vas gagner tes jeux. Ah non, ils veulent jouer, ils veulent gagner là, dans 5 ans, ils ne savent pas s'ils seront encore. Donc l'entraînement pour la performance, c'est quelque chose que je fais de manière très sporadique, vraiment, parce que le temps me manque, c'est pas que j'aime pas, le temps me manque et que j'ai privilégié l'ostéopathie et la méthode thérapeutique que j'ai mis en place, que j'appelle rythme, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Donc, voilà. Et oui, pardon, je sais ce que je fais d'extraordinaire, c'est qu'en fait, je m'entoure des meilleurs préparateurs physiques de Toulouse, et vraiment, j'en ai 3, voire 4. Alors, je les cite, il y a Modibo Diarra, champion du monde de boxe, Leslie John, champion du monde d'athlétisme, Zeba Traoré, c'est le préparateur physique du Stade Toulousain masculin, et Stéphanie, donc qui est la préparatrice physique du Stade Toulousain féminin. Donc, en gros, on fait des masterclass, on anime des ateliers,
où je fais venir des activants donc qui viennent. C'est pas pris en charge par la Sécu, donc c'est vraiment ils payent pour la prestation. Et comme ça, eux, voilà, Steph, la dernière fois, elle avait fait un spécial Pilates. Donc moi, je regarde leur positionnement par rapport à ce que je sais d'eux et ce que je soigne au cabinet. Et derrière, ils ont vraiment cette spécificité de prépa physique. Donc mon dada, je l'ai toujours, mais au travers des compétences de mes collègues, voilà, et les meilleurs de Toulouse. Voilà. Moi, ça va être beaucoup plus court. Moi, je suis ravagée de sport, je m'entraîne tous les jours et je vis sport et je mange sport, du coup. Voilà. Et vous faites quoi comme pratique initialement en tant que sportif, du coup, toutes les deux? Moi, alors, sport maintenant, vas-y. Moi, aujourd'hui, j'ai trop blessé mon corps pour pouvoir reprendre une activité. Hein. Je vais pas faire le listing, mais j'ai rupture du tendon d'Achille, déchirure gastrocnémia, j'ai une amétrophie de la jambe gauche, j'ai une névralgie cervico-brachiale, j'ai tout pété. Tu vois, je suis foutue. Un gros gonarthrose compartimentale au genou droit, mon corps, il me dit stop. Donc aujourd'hui, le seul moyen que j'ai trouvé pour me soigner, pour qu'il aille mieux et bien vieillir et pour être une charge pour mes jeunes enfants, c'est rythme inspiré par la thérapie du mouvement, c'est la technique, la méthode que j'ai créée. Ce sont des techniques kinésithérapiques et ostéopathiques que je mets en mouvement. Donc en gros, c'est des dimanches, j'y vais, je fais ces 2-3 heures, donc mais c'est comme si je te faisais en mouvement une séance kinésithérapique et ostéopathique toutes les semaines. Donc quand je fais du sport, je le fais plus pour performer, je le fais pour me soigner. La différence, c'est que plus je le fais, plus mes capacités athlétiques vont bien, plus je me rends compte que je vais de mieux en mieux. Et là, je reprends mon côté performeuse, donc je m'amuse à faire l'araignée, le gorille, donc je sens que ça tient. Et je me rends compte que je fais des choses que je n'aurais jamais pu faire en toute logique au vu de mes pathologies. Ok. Voilà. Moi, pour ma part, au niveau du sport, déjà, je me suis fait une petite salle de muscu chez moi, donc voilà. J'ai un garage pour la voiture et l'autre garage pour la salle de muscu. On adore. Ouais, mais vraiment, en plus. Donc là, je travaille beaucoup sur prépa. Après, c'est une crédibilité aussi d'être prépa physique. Tu donnes des exercices à faire. Moi, j'estime que ce que je donne à faire, j'aurai peut-être pas les mêmes charges que mes joueuses ou autres, mais par contre, je vais être en capacité de le faire aussi. Et pour ça, il faut pouvoir s'entraîner, pouvoir essayer des exercices, voilà, tout ça. Après, moi, je pratique toujours le rugby, donc je suis toujours joueuse, pas au stade. Je les ai eu dans la poule un certain temps, mais non, je pratique pas du tout au stade, donc je garde ma vie personnelle aussi. Voilà, je suis aussi cavalière parce que j'ai mon cheval à la maison, donc je continue à monter. Voilà, et voilà. Et après, je m'entraîne tous les jours. C'est génial. Ouais. C'est hyper chouette d'incarner, je pense aussi, quand on traite des sportifs ou même des patients en général, je pense qu'incarner le discours qu'on tient, c'est hyper important. Ouais. Et pouvoir montrer ce que tu attends de l'autre, c'est pour la crédibilité et engager l'autre dans son parcours de soins ou de performance. C'est de ressentir ce qu'un exercice fait. Si tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est tout bête, mais aujourd'hui, moi, on a les dilemmes de dire, je bascule un peu sur la thématique, mais on a des stagiaires qui viennent avec nous en prépa. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu prends un stagiaire qui est spécialisé dans le rugby ou pas? Et est-ce que tu prends des mecs ou des femmes qui pratiquent le rugby ou pas? Après, moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a du oui, il y a du non, il y a des arguments des deux côtés. Par contre, je pense que quand tu as jamais fait un ruck de ta vie, un plaquage, ou un coup de pied, ou une mêlée, ou peu importe l'action, c'est quand même compliqué aujourd'hui dans le sport, dans la prépa physique moderne et dans le sport moderne, de pouvoir mettre en place des choses. Il faut pouvoir quand même aussi avoir ces sensations et ces feedbacks et de pouvoir les ressortir après aux athlètes. C'est important. Super intéressant. Merci. Ouais. D'ailleurs, vous m'abordez, tu me fais la super transition pour ma prochaine question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez mis en place au Stade Toulousain et comment ça a été reçu du coup pour les féminines? Alors, pour le moment, moi je suis toute seule en prépa, donc j'essaie de développer un maximum les choses. Donc la première partie, les premières étapes mises en place déjà, c'est il va falloir parler de ça avec tout le monde, donc il va falloir poser ça sur la table en fait et de dire ok, il y a des problématiques. Donc Kaidi, elle vous expliquera par rapport à son mémoire tout à l'heure le questionnaire qu'elle a fait passer, mais c'est un questionnaire qui est totalement anonyme. Donc moi j'ai fait passer un questionnaire à mes joueuses aussi.
pour savoir qui a des problèmes. Mais par contre, je n'ai pas tourné qu'autour des fuites urinaires, j'ai tourné aussi autour des cycles menstruels, autour aussi de tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Donc là, on rejoint un peu la thématique de Barbara. Donc voilà, de savoir un peu, ok, quelle joueuse j'ai, de pouvoir profiler mes joueuses. De dire, cette joueuse, elle a telle problématique, telle problématique, telle problématique, qu'est-ce qu'on met en place là-dedans pour pouvoir faire des choses. Donc déjà, ça a été cette première étape de faire des questionnaires. Deuxième étape, ça a été d'en parler. Donc là, moi, je connaissais pas Kai encore, donc ça a été un peu de moi-même de me lancer là-dedans. Des conférences, donc là, j'ai pris les petites, j'ai pris les moyennes, j'ai pris les plus grandes, les seniors, enfin toutes les catégories d'âge, où je leur ai fait des conférences sur diverses thématiques. Il y avait des points sur la nutrition, il y avait des points sur le cycle menstruel, il y avait des points un peu moins sur les fuites urinaires, parce que je n'étais pas encore trop dans cette thématique-là. Et après, moi, donc il y a de l'information. La première partie, ça a été de l'information. Après, la deuxième étape que j'ai fait un gros travail sur blessures et cycle menstruel, voir s'il y avait une corrélation entre les deux. Donc du coup, j'ai des datas qui sont sur 3 ans à peu près maintenant, je pense, 3 ou 4 ans, avec des joueuses. Donc j'ai des joueuses qui ont arrêté, etc. Mais il y a des choses que j'ai pu voir. Après, c'est pas une étude, je suis pas trop étude scientifique, etc. J'aime les lire, mais je vais pas les écrire moi, j'ai pas le temps. Je suis pas trop, c'est pas trop, moi je suis très terrain. Et du coup, j'ai jamais fait d'études par rapport à ça, fait une thèse ou autre. Peut-être que j'aurais dû, mais ça m'intéresse pas, en toute sincérité. Donc j'ai les datas, j'ai sorti des choses de ces datas, mais aujourd'hui, je peux pas te dire, c'est sûr que c'est ça, parce que j'ai pas eu un public complet, j'ai pas eu assez de données et un protocole assez carré pour pouvoir dire c'est ça. Par contre, aujourd'hui, moi, j'ai des données qui sont ressorties de certaines joueuses où j'ai dit, ok, on s'aperçoit que quand, par exemple, tu es dans telle période de cycle, il y a telle problématique, donc on va mettre ça en place pour que tu sois mieux. Parce que, je vous donne un exemple tout bête, j'ai une joueuse, à chaque fois qu'elle a son cycle menstruel, à chaque fois, le deuxième jour, elle se pète. Donc, tu veux dire ses menstruations? Ouais. Donc, J2 de ses menstruations. Ok. Au J2 de ses menstruations, elle se blesse. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont se blesser à J2 de ses menstruations. Ça veut dire qu'elle, à J2, elle a un problème. Donc là, c'est ok, on le sait, les échauffements vont changer, la charge de travail va changer, le type d'entraînement va changer, c'est individuel, je lui change tout. Voilà, okay. C'est vraiment un exemple, j'en ai plein d'autres comme ça, parce que j'ai à force. Donc ça a été la deuxième chose, tout ce qui est autour de cycle menstruel et blessures. Franchement, ça m'a pas mal aidé, parce que ça a pu mettre beaucoup de choses en place, et surtout que les joueuses, en fait, maintenant, prennent conscience des choses. Donc elles disent, ah oui, c'est vrai, là, il faut que je fasse attention, je suis à telle période, donc je vais faire gaffe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la dernière chose, du coup, comme j'ai fait cette formation Pilates, j'ai mis en place, je mets en place au quotidien des exercices, des feedbacks, des mots. En fait, j'utilise beaucoup de vocabulaire, beaucoup de lexique que je répète en permanence, en salle, sur le terrain, etc. pour tout le temps faire un focus dessus et que ça devienne un automatisme. Et l'objectif après à long terme, moi je souhaiterais que Kaidi puisse voir un maximum de joueuses sur le plan, on va dire, anatomique, ostéo, donc c'est elle qui en parlera, je ne me permets pas de parler à sa place, et d'avoir encore plus d'individualisation terrain, sur les deux côtés de terrain, que ce soit sur le terrain, nous, sur le sport, ou en cabinet, où on peut mettre du travail en mouvement aussi. Voilà. Trop bien. Donc il y a pas mal de choses, je pense que j'ai oublié des trucs. Hein. Mais voilà. Non, mais c'est super intéressant et tu vois, ça me fait un peu écho par exemple aux discussions qu'on a eues avec Emma Oudiou sur le podcast, sur justement le sport de haut niveau et puis la capacité des femmes à dire comment elles se sentent et à repérer en fait certaines choses au moment de leur cycle menstruel. Et c'est vrai que c'est tellement un truc encore tabou, hein, faut le dire, dans la société en général, que faut cacher en fait. Faut cacher, faut pas avoir la tache sur le short, faut pas. Et du coup, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu fais comme travail en termes d'information déjà, information, prévention. Mais rien que ça, tu vois, ça leur permet de se dire, ok, c'est pas rien en fait dans ma vie. Je dois pas me conditionner par ça, évidemment. Mais c'est quelque chose qui est important à considérer, que ce soit un cycle menstruel naturel, mais un cycle menstruel aussi sous contraceptif. Donc voilà, je souligne ton travail. Merci pour elle. Juste pour appuyer, pour pousser un petit peu plus le sujet. En fait, moi je pense que ça devient un effet de mode, un peu, j'en parlais avec Heidi. Tout le monde en parle, tout le monde est en train de mettre sa petite pièce, etc. Très bien. Après, moi, comme je dis, si tu n'individualises pas, parce que chaque femme est différente, parce qu'il y a des études qui ont dit qu'à telle période, il y avait telle blessure ou tel problème. Non, c'est une femme, chaque femme est différente, et chaque mois,
Il y a des choses qui peuvent se rapprocher, il y a des tendances, etc. Mais pour moi, je dis il faut individualiser. Et en fait, j'en suis arrivée à un point, par exemple, où vous savez ce que c'est un wellness? Je crois que c'est le score que vous donnez tous les jours, non? C'est ça? Questionnaire, ouais, c'est un petit questionnaire en fait d'un état de forme où tu peux rentrer les questions que tu veux. Donc moi j'ai les joueuses qui ont ce questionnaire-là. Et en fait, donc là je vais faire une petite anecdote. On a le même, on est sur une application, on a la même application que les pros. Du coup, on travaille avec les mêmes questions, etc. Et en fait, au data scientist, je lui dis, il faut vraiment que tu m'insères les cycles menstruels. Il m'a dit, mais je peux pas, il y a les garçons aussi sur le questionnaire. Ah, mais j'ai dit, il faut se démerder. Donc, il a réussi à vraiment me faire un questionnaire pour les filles. Et du coup, à l'intérieur de ça, j'ai mis la question des cycles menstruels. Est-ce que tu es en période, pas en période? Mais en fait, je suis désolée du mot, je m'en fous, je m'en fiche. C'est pas parce qu'elle me marque que oui, elle est en période de règles que je vais lui changer obligatoirement sa séance. C'est pas ça. Je sais qu'elle va être en période de règles. Je sais comment elle arrive à la salle. Je sais quelle humeur elle va être. Là, je vais pouvoir moins anticiper et adapter. Et en fait, je permets d'avoir un travail qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup moins stressant, etc. Donc en fait, ce côté, un petit peu, on n'en parle plus. Tu vois, moi, je le fais passer aussi comme ça. Parce que c'est intéressant de ne pas tout le temps dire alors, t'as tes règles. Bon, Non, mais c'est ça, il faut pas se conditionner aussi que par ça. Et juste, je te rassure, hein, mais les études scientifiques disent qu'il faut individualiser. Ah, Elles disent pas du tout, les résultats ne disent pas du tout qu'à telle phase du cycle, il faut faire ça, et à telle autre phase, il faut faire ça, et que pendant les règles, ça, c'est un truc qui me fait bondir, pendant les règles, il faut que tu fasses juste du yoga. ça. Non, c'est pas possible. Des raccourcis. Et Voilà, c'est ça. Moi, souvent, on me le dit. Je dis oui, si tu veux, en fait, tu fais quoi? Nous, on fait du rugby, on est un sport où on a les qualités physiques qui se mélangent. Donc, on fait quoi aujourd'hui? On sprinte pas. C'est fou. Non, voilà. Non, et puis, tu vois, c'est Kobe qui nous disait ça dans un des premiers épisodes. Bah, en fait, si tu commences à périodiser comme ça veut dire que quoi? Tu fais pas sprinter ta joueuse 1 semaine par mois, voire 2, mais du coup, tu les pètes dans la bonne phase. Enfin, tu vois, c'est genre enfin, il faut vraiment être plus je suis d'accord avec toi, il y a une énorme hype là-dessus et de faire mon sujet de thèse, je me dis: «Mais oh là là, mais mon Dieu, mais je veux pas que mes données soient détournées», tu vois? Ce que je trouve soit détourné, en faveur d'eux et j'ai pas non plus envie que les joueuses en pâtissent dans le sens où il y a des clubs qui seront peut-être un peu moins, porté sur le bien-être que ce que toi tu essayes de faire Stéphanie, c'est-à-dire, OK là ces menstruations elles jouent pas, point barre, tu vois? Sans aller plus loin et du coup qui peut provoquer des réticences à donner des datas, en fait finalement, alors qu'elles sont utiles et objectives pour utiliser la charge d'entraînement et sur les menstruations, pourquoi on insiste là-dessus aussi? Bah, pareil, j'y vais de ma petite anecdote, mais j'étais sur l'Open de Bâle, là cette semaine, qui est un Open qui est international et j'étais en tant que kiné. Donc nous, ce qu'on fait en ces jours-là, on fait pas du tout toute la prépa, hein. On fait juste la petite bobologie du jour qui peut faire la diff sur ta qualif, sur ton match et cetera. Et là, c'est une nana qui vient me voir qui est pâle, hyper pâle et vraiment pas bien et qui me dit: «Bah ouais, mais je sais pas ce que j'ai pas de jus, machin». On en parle, on en parle. Elle me dit: «Bah, j'ai mes menstruations» et en fait, en creusant un peu plus, bah oui, c'est vrai que je mange pas beaucoup de viande et en fait, au vu de son discours, tu te dis: «Bah ouais, mais là, il y a une anémie en fer à rechercher», en fait et c'est quelqu'un de comme ça, de ponctuel, qu'elle a vu une fois, qui va enfin, tu vois, c'est qu'en fait, il y a des questions réelles à poser pour la santé des gens. Tu vois, on n'est pas sur de la performance ni du voyeurisme. C'est qu'en fait, il y a des choses qui se passent réellement sur la performance et pour des staffs de haut niveau, tu es obligé de le chercher et de le screener parce que ça va faire une différence énorme si quelqu'un est anémié sur ce qu'elle est capable de produire, en fait, sportivement parlant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi que pour moi, je pense que c'est une thématique, mais il ne faut pas délaisser les autres. Il faut pas que ça devienne Exactement. une priorité, il ne faut pas que ça devienne tout le temps, on fait un focus sur ça. Moi, je dis, et alors, les femmes, ça fait des années qu'elles font du sport, ça fait C'est ça. elles ont la règle aussi. C'est juste qu'on va aller chercher le petit détail, mais c'est toujours pareil. C'est pas un détail général, c'est un détail individuel. Moi, j'ai des sportifs qui vivent très bien leur activité à n'importe quelle période. Fin de l'histoire. Ouais, c'est ça. Tu Exactement. peux pas les Donc, ouais. de savoir un petit peu, ok, mais comment j'équilibre cette balance, C'est ça. qu'est-ce que je mets en place. Mais parfois, par contre, il faut clairement faire des choses parce que ça va. Bah, pour certaines, c'est une nécessité et pour d'autres, c'est un non-sujet, quoi. Il faut juste pour celles pour qui c'est une nécessité, il faut qu'on ait des outils et actuellement, on les a pas. Je me souviens de notre première, conversation avec Stéphanie, c'était trop intéressant. C'était: «Mais attends, mais ils disent quoi les études?» «Ah bah ça va, ils disent à peu près ce que j'avais remarqué». Ouais, mais en fait, c'est que malheureusement, on peut pas trop tirer grand-chose de la littérature actuellement et il y a un énorme gap entre le terrain la demande du terrain mais c'est comme le plancher pelvien que tu avais mis en évidence, Heidi, tout à l'heure. Il y a un énorme gap entre la demande réelle du terrain, c'est-à-dire: «Hey, ça nous arrive pas une fois dans l'année, hein, ça nous arrive tous les mois, toutes les 4 semaines et on sait toujours pas qu'est-ce qu'on en fait».
en fait, il y a des personnes pour qui on n'en fait rien, il y en a d'autres pour qui il est nécessaire qu'on fasse des choses et c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter sur ce podcast, Stéphanie, c'est que c'est du bon sens, ce que tu me racontes. N'importe quel préparateur physique avec ce wellness, il est capable d'adapter, que ce soit des menstruations ou autre chose. Si tu es capable de dire: là, je me sens moins bien parce que telle ou telle chose, j'ai moins bien dormi, la progestérone fait que t'as pendant la deuxième partie de cycle, ton sommeil est impacté. N'importe quel préparateur physique qui est à ce niveau-là de performance ose me dire que si quelqu'un fait une mauvaise nuit, tu changerais pas la charge. Tu vois, c'est juste une donnée parmi tant d'autres, on va pas en faire une obsession, mais juste, faut la prendre en charge. On appelle ça, c'est des signaux d'alerte en fait. Tu vois, on a plusieurs signaux d'alerte et en fait, quand tu as plusieurs marqueurs qui se mettent en rouge, on dit attention. Et ça doit en faire Super. partie. Tu vois. Ok, j'adore cette philosophie, mais je suis biaisée, donc prenez cette information comme elle doit être prise, c'est-à-dire ça reste mon sujet de thèse et ce qui me passionne, donc voilà. Mais je salue ton travail qui d'ailleurs, comment il a été reçu la première fois que tu l'as amené vis-à-vis des parents, vis-à-vis des joueuses, du staff? Moi, je suis quelqu'un, je le dis assez régulièrement, mais les gens peuvent le valider. Je suis sans filtre, j'ai un petit caractère qui fait que je pose quelque chose sur la table. Bon, voilà, j'aime bien en fait chambouler les choses tout en restant par exemple dans l'éthique du sport, dans l'éthique dans mes valeurs, etc. Ça, c'est hyper important pour moi. Mais en fait, un jour, j'ai dit, bon, ben voilà, on a cette problématique-là, c'est des femmes, en fait, mais il faut faire quelque chose. Donc, on peut arrêter on peut se mettre quelque chose devant les yeux, de dire, oh non, c'est bon, c'est pas grave. Et si, en fait, à un moment donné, tu veux faire de la performance, tu veux faire du haut niveau, il va falloir se poser des questions. Et en fait, au fur et à mesure, donc, les parents ont beaucoup apprécié, comme je disais, quand j'ai fait des petites conférences, j'ai mis les parents, j'ai mis les coachs, en fait, j'ai fait une ouverture à tout le monde, qui veut venir, bien. Donc ça, c'était cool. Les filles, Kaidi était venue faire aussi une conférence pour permettre de parler de tout ça. Donc là aussi, les coachs étaient restés, le président du club était venu écouter la conférence. Donc en fait, déjà, je suis une vraie passionnée, je pense. Même dans mon investissement, c'est un point fort dans mon travail. Les joueuses le disent, je m'investis à 200%. Voilà, vraiment, j'aime ça. Et du coup, en fait, le fait d'aimer quelque chose, tu fais passer le discours, c'est plus vivant, ça attire les gens, ça fait poser des questions aux gens. Et ça, déjà, je pense que ça fait la différence. Donc, en fait, ok, moi, je vais me préoccuper de la santé de vos enfants. Je me préoccupe de la santé de mes joueuses, seniors, majeures, on va dire. Et en fait, ça, c'est toujours bien apprécié. On ne peut pas dire non, moi je m'en fous de ma santé. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Donc après, du moment qu'on s'en préoccupe, par contre, comme je dis, il y a des moyens qu'on a, on peut faire des choses et il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'aujourd'hui, soit la structure fait que pour l'instant on n'a pas les compétences pour le faire, le financier non plus, ou le monde en lui-même, l'évolution de la thématique n'est pas encore assez développée pour pouvoir mettre des choses en place. Donc ça a été très très bien, pour répondre à la question très simplement, ça a été très bien perçu. Et je dis aujourd'hui, même les coachs, c'est royal. Je suis avec des coachs pépites pour ça. Ouais. Trop bien. Ça fait trop plaisir d'entendre ça et de voir que c'est possible dans le haut niveau. Oui. Mais de toute façon, je pense que maintenant, c'est même plus une possibilité, il faut que ça soit une faisabilité, il faut le faire. Ouais. Il y a une culture quand même inhérente à chaque sport qui a changé et tu vois, dans le rugby quand même assez masculin initialement, c'est génial que ça a été super bien reçu et pas le truc, l'étendard de c'est le truc des filles, elles nous bipent, hein, entre guillemets. Par rapport à l'activité, je pense qu'on a ce côté très masculinisé, très masculin, on va faire très court. Mais à l'inverse de ça, le côté, moi peut-être parce que je suis rugby woman aussi, mais le sans filtre, on peut parler de tout. Et ces joueurs peuvent parler de tout. En fait, tu as ce côté très bourru, un peu là, comme on peut dire, mais au final, qui font que le sujet devient hyper facile. Après, par contre, il y a des choses où il reste des femmes, et voilà, peut-être qu'il y a ça aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fonction de l'activité, en fonction du contexte auquel tu es aussi. Hein. Non, et puis tu l'as très bien souligné, je pense aussi la manière dont on amène le message, je pense que tu l'as incarné, c'était une problématique que tu as su mettre en lumière déjà avec la porte d'entrée de la santé, qui était extrêmement liée à la performance, et quand on entre par cette porte-là, c'est difficile effectivement d'aller à l'encontre, donc ça a été fait avec beaucoup d'intelligence, et tant mieux pour les joueuses. C'est top. Alors, j'avais aussi, du coup, on peut faire aussi le lien avec, tu as parlé de la conférence de Kaidi, et du coup, comment ça a été reçu, l'autre grand tabou de la femme sportive, qui sont les flux urinaires, comment ça a été reçu aussi donc dans cette conférence? Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est super bien passé parce que l'idée c'était du coup, comme j'étais un peu pris à court par rapport à mon mémoire, parce que je crois en septembre on met en place quelque chose très rapidement. Donc Steph, elle réunit le staff
Donc, le président vient, mais vraiment, c'était extraordinaire. Toutes les joueuses sont là. Donc, derrière, on amène une problématique et à vraiment, ce que j'avais trouvé extraordinaire, c'était la capitaine, c'est Gaëlle qui, tu vois, l'équipe de France, etc. Donc, c'est sans filtre parce que c'est chouette si je compare au handball où on est un peu plus, non, j'ai pas de fuite, un peu plus dans le déni. T'as Gaëlle qui prend la parole, mais en tant que capitaine, et moi, quand je l'ai vu prendre la parole, je me suis dit, mais toi, j'aurais aimé que tu sois mon capitaine, tu vois. Elle dit, bon, écoutez, les filles, là, c'est maintenant qu'on va en parler, parce que là, elles sont là pour nous, tu vois, mais le truc, t'as envie d'avoir un cri de guerre après. Et là, elle a boosté la salle, là, et t'as toutes qui ont commencé à lever les doigts et à commencer à parler, et en expliquant plein d'autres problématiques. L'impact, voilà, ben moi, quand je suis au sol, l'impact sur ma poitrine. L'autre qui parle de, ben, j'ai fait ma rééducation, j'ai pu la faire juste parce que j'ai été blessée, donc j'ai fait ma rééducation périnée à ce moment-là, mais sinon j'ai pas le temps, parce qu'elles sont pas toutes pro. Derrière, elles travaillent, elles sont étudiantes, etc. Là, il y a eu cette ouverture. Donc, quand je te dis, ça a été hyper efficace, et ben, parce que derrière, tu as vu la machine que j'ai à côté, elle s'appelle Stéphanie. C'est que t'as pas à relancer les personnes, etc. Donc déjà, premier rendez-vous, t'as tout ce qu'il te faut. T'envoies ton questionnaire, t'as tout ce qu'il faut. Et ça va très vite. T'as pas à rebondir, à dire oui, s'il vous plaît, excusez-moi du peu, ça serait bien de remplir. C'est carré. Et quand tu lis des questionnaires, parce que j'avais fait des questions ouvertes, mais c'est vraiment, c'est ouvert. Hein. C'est-à-dire, me tombe dessus, tu vois, c'est pas, oui, j'ai parfois quelques petites fuites urinaires, autant que je pense que voilà, c'est carré, c'est cash. Et derrière, donc du coup, dans ta donnée, quand tu mets ça pour tes stats, là, c'est clair, net et précis. Donc là, tu fais focus, 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 et tu dis, ok, là, j'ai quelque chose de vraiment bon là pour mon mémoire. Alors, l'accueil, il a été non seulement top à ce niveau-là, il y a le médecin qui, tu vois, on t'ouvre les portes, t'as les kinés qui sont là, et toi, t'es en train de dire, c'est une niche, hein, moi, je voudrais juste m'occuper des problèmes liés à la sphère urogynécologique. Donc, mais welcome. Parce que c'est des kinés, donc il y a de tout, il y a des femmes, des hommes, etc. C'est vraiment, il y a de tout hein, au stade, donc ça c'est chouette. Donc tu as aussi l'aide des hommes parce que c'est pas qu'un problème féminin. Oui. Et souvent les kinés de ces clubs sportifs, ils sont aussi masculins. Donc tu amènes une niche, c'est-à-dire une spécificité qu'ils ne connaissent pas forcément parce qu'ils sont pas femmes. Et donc ils sont bien contents de t'accueillir par rapport à ça. Et après, derrière toi, tu te dis, bon, c'est cool. Alors moi, j'étais, je pense, très prétentieuse dans ma tête en me disant, ah non, mais facile. Parallèlement au mémoire, j'avais pris une jeune qui me servait de cobaye et qui venait au cabinet. Donc j'avais mis en place mon propre protocole en me parlant du diaphragme, tu as des pressions en haut, en bas, en me disant, ouais, c'est top. Donc elle venait toutes les semaines, pendant 1 an quasiment, toutes les semaines de vendredi de terre. On avait calé ça par rapport à ses entraînements, par rapport à ses études, etc. Et il s'avère que c'est pas scientifique, mais de façon empirique, elle a eu ces diminutions de fuite. Mais derrière, il y a eu aussi changement de contraception. Il y a eu toute une dynamique qui s'est mise en place. Il n'y avait pas que ça. Et j'étais super contente de se dire, ouais, c'est super, j'ai trouvé la solution. Tu sais, la fille, elle arrive, elle se dit, personne n'a trouvé en 25 ans. Moi, j'arrive en 1 an, j'ai trouvé la solution. Si ce n'est que tu te rends compte de la problématique, tu te dis, ouais, mais attends, là, elle est sur table, c'est bien. Oui, effectivement, tu viens de relâcher le plancher pelvien. Mais pour ça, tu as travaillé sur le nerf vague et tu as relâché le diaphragme. Et tu as mis la personne un peu en vague, quoi, tu vois. Ouais, en parasympathique, et qu'est-ce qui se passe quand elle se met debout et qu'elle va à l'entraînement après, quoi. C'est ça, tu as tout compris. Donc, tu as relâché ses cervicales, toi, tu es content. Ça va parce que derrière, elle ne va pas au match, elle va à l'entraînement, tu vois. Donc, on faisait ça, c'était vendredi, etc. Toi, tu es contente, tu sais, je me pose, ouais, c'est trop bien, je sais que là, ma vessie, elle est relâchée. J'en suis sûre, tu sais, tu fais des tests avant-après, elle est relâchée. Après, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on fait si elle va en mêler, là, quand elle vient avec la tête? Toi, tu l'as mis en plus dans un état un peu vague qui peut durer 2 jours. Hein. Elle joue pas vendredi, mais elle joue samedi. Hein. Et là, tu te rends compte de la dangerosité. Tu en dis, premièrement, ne pas nuire en kiné ou en ostéo. Hein. Donc, tu te dis, waouh, mais là, c'est dangereux ce que tu as fait finalement. Et à la fin, tu te dis, mais je préfère qu'elle ait une fuite, qu'elle se fasse mal au cervical. C'est grave. Et là, donc là, je reprends, tu vois, t'avais fait un petit focus en disant, c'est bon, j'ai la solution, là, tu reprends du large. Tu dis, ah non, cette étude, elle doit être transversale, pluridisciplinaire.
Et je suis repartie sur les premiers constats que j'avais fait, que je te note ici, que je vous note là. J'avais fait 4 constats. Premier constat, dans la prise en charge thérapeutique des sportifs de haut niveau, donc face à l'incontinence urinaire d'effort, un travail de tonification du périnée est quasi systématiquement proposé, alors que ce dernier est hypertonique. Donc tu dis déjà, voilà, déjà, voilà. Tu dis, bon, déjà il y a un problématique parce que, bon, je veux bien de gasquer, l'hypopression, etc., mais tu dis, non, mais en fait, c'est pas une question de, tu vas chercher leur périnée, c'est du, quand tu es en net, c'est du béton. Ouais. Donc c'est pas le Elles même n'ont pas problème. besoin qu'on le renforce davantage, il est déjà au taquet. Exactement, il est déjà au taquet, c'est pas le problème que moi j'ai eu à post-accouchement où là, effectivement, il y a une détonification du périnée et là, il faut le renforcer. Donc déjà, on se trompe. Les facteurs, il y a tellement de facteurs. Les facteurs sont autres que le facteur de la femme après accouchement. Donc déjà, tu te dis, il y a de l'éducation à faire et de l'information. Deuxième constat, les joueuses ont très peu de connaissances sur les caractéristiques de leur anatomie féminine. Tu te dis, avant de commencer à mettre en place ton protocole, il va falloir informer, rééduquer ou éduquer, parce elles sont là pour performer. Elles n'ont pas de, tu vois, c'est-à-dire avec des planches anatomiques pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que leur corps à l'intérieur. Troisième constat, les joueuses n'osent pas s'exprimer à ce sujet. Alors tu te dis, ben ouais, ça, j'avais pas besoin, c'est Steph qui a, tu vois, c'est bon, là, ça c'est chouette, au stade en tout cas, la parole, elle est complètement libérée, donc ça c'est extraordinaire. Et quatrièmement, des joueuses n'ont jamais pensé à consulter un ostéopathe face à un problème d'incontinence urinaire d'effort. Et quand je te dis jamais il y en a une, et celle qui a répondu une, ben, je savais que c'était moi. Je dis, ah ben oui, ah ben oui, c'est moi en fait, tu te dis merde. Derrière, elle voit des ostéos, mais plus sur des problèmes musculo-squelettiques que viscéraux ou vraiment spécifiques à la sphère urogynécologique. Et tu te poses la question sur les kinés en fait, et tu te dis, mais elles n'ont pas forcément le temps. Les kinés sont pas forcément, ils abordent l'incontinence urinaire à l'effort plus par rapport à des femmes post-accouchement, hein, tu vois, c'est vraiment encore une niche. Hein, la problématique chez la sportive, elle n'est pas connue en fait. Non. Et en plus de ça, et l'autre problématique, ah ben merde, il y a plusieurs postes, c'est-à-dire que ben t'en as une, elle est pilier, l'autre elle est, ah ouais merde, c'est pas les mêmes gabarits, ouais. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas la même pression. Et donc, il y a tout ça à prendre en considération. Donc, c'est pour ça que là, tu te dis, en plus de ça, il va falloir individualiser. Donc, c'est-à-dire informer les joueuses dans leur intégralité, mais informer poste par poste. Donc là, tu comprends que tu te dis, waouh, bon là, je veux bien, tu vois, tu travailles, les mercredis, je vais les voir plus ou moins, voir des matchs, etc. Ça devient très complexe. Donc là, on est 2. Donc l'idée, c'était vraiment là, on a plusieurs personnes qui vont venir nous aider. Mais là, tu te dis, il faut qu'on soit plusieurs. Et aussi, la difficulté que j'ai là, et je vais être franche, j'ai pas fait de rugby, j'en ai fait vite fait en STAPS, mais vite fait. Derrière, tu sais, maintenant, tu vois, quand tu as une pathologie, tu vois, quand une personne vient me voir en me disant j'ai fait une rupture du tendon d'Achille, je dis ah ouais, je comprends. J'ai une lombalgie, je comprends. C'est tellement plus facile d'aider la personne quand tu as eu cette problématique-là. Vraiment. Et donc, chaque fois, ils me disent, et là, j'ai eu ça. Je dis, ah non, ça, j'ai pas eu. Donc, tu te dis, j'ai pas envie d'avoir aussi tous les mots MAUX des patients. Si ce n'est que là, tu te rends compte de ça et tu te rends compte vraiment de la difficulté. Je perds mon idée, mais tu te dis, c'est difficile pour moi parce que moi, je suis handballeuse. Je suis pas rugby woman. Je sais pas ce que j'ai vu des entraînements. Je te dis, ils m'ouvrent des portes. Hein, c'est-à-dire, je viens, tu sais, en mode consultante. Là, je peux faire des vidéos, je prends des photos, j'assiste à leur entraînement. Je vois l'impact de la poussée. Je me dis, tiens, je sais pas ce que c'est, ça donne quoi? Je le comprends, parce que moi, je sautais au handball. Ouais, mais c'est très vertical versus une poussée horizontale, l'apnée, tout ce qui peut. Ouais. Voilà, donc tu te dis, tiens, j'aimerais bien le vivre. Si ce n'est que, bon, après. Ah non, mais j'ai un peu. Non. Mais tu te dis, quand tu vois les gabarits là, qui ont complètement changé par rapport aux nôtres, tu te dis, est-ce que je peux venir dans la mêlée? Mais tu te dis, no way, quoi. Tu te dis, tu te fais être un sandwich, tu vois, elles sont tellement puissantes que quand on parle, bon, le truc qui vient, non, je vais pas essayer. Et c'est difficile pour moi parce que là, du coup, même en kiné ou ostéo ou autre, dans le protocole qu'on veut mettre en place, moi, il me faut des personnes qui ont fait du rugby, qui puissent m'expliquer ce que je peux comprendre, mais ce que j'ai pas vécu. Ça sera encore plus pertinent. Parce que moi, je suis handballeuse. Ouais. Voilà. Complètement. C'est hyper intéressant. Et en fait, j'aimerais bien
Du coup, peut-être que tu définisses le type d'ostéopathie que tu fais. Parce que du coup, bon, bah, il y a comment dire? Plusieurs écoles, de nombreuses écoles avec, différents sujets. On va peut-être pas ouvrir un dossier polémique dans ce podcast, mais ça me paraît important, de définir en fait, le courant de pensée de l'école de Vichy, que je connais un peu, mais je pense que tu vas pouvoir expliquer. Parce que conseil scientifique et ostéopathie, globalement, il y a des gens qui vont voir trouble et qui vont se dire: «Il y a un truc pas compatible entre les 2». Donc est-ce que tu peux déjà juste nous redéfinir un peu, la vibes de l'école? Pourquoi du coup effectivement c'est un peu différent de certaines autres approches ostéopathiques déjà? Ok, alors à Toulouse, il y a 2 écoles. Mmh. Si je suis allée à Vichy, donc tu t'imagines, je suis maman, Ouais. voilà, j'étais maman séparée quand j'ai repris mes études. Donc du coup, tu te dis, tu vas taper à Vichy alors que tu as 2 écoles à Toulouse et au pire, tu as Bordeaux, une école à Bordeaux et tu as ta tante qui vit à Bordeaux, donc plus facile. Ouais, ouais. Et ben, Vichy, parce que j'en avais entendu parler par la marraine de mon grand, qui m'avait. J'ai pris 2 marraines, les 2 marraines sont kinés, hein, tant qu'à faire. Voilà, comme ça, quand on parle, on aime bien aborder des sujets, on se complète. Elle me dit, il y a une super école à Vichy. Elle me dit, j'ai eu un remplaçant qui était kiné-ostéo et il a résolu tous les problèmes que j'avais avec les patients que je n'y arrivais pas. Donc, elle me dit, là, il faut qu'on aille à Vichy. Si c'est qu'on est allé, moi, j'ai dit, ok, je me suis inscrite. Je venais d'accoucher, tout ça, je me suis inscrite. Elle m'a dit, ah, finalement, je pars en Suisse. Donc, ça récemment, elle m'a lâché comme ça. Donc, je me suis retrouvée à avoir déjà payé le début d'inscription. J'ai dit, ah non, mais j'y vais. Ouais. Alors, Vichy, ce qui est extraordinaire dans cette école, c'était qu'il y avait cette Julien Libertou qui en est le directeur. Il s'est dit, ok, donc il y a tellement de tendances, ben, nous on va toutes vous les donner. Donc c'est hyper compliqué parce que donc tu te dis, ok, c'est-à-dire ouais, on va tout vous donner. On va vous donner la plus grosse boîte à outils pour que vous puissiez après choisir le plus intéressant. Alors musculo-squelettique, psychosomato-émotionnel, moi je kiffe. Euh, Viscéral, dur mais rien. Et tu vois, donc tu as tout. Il y Tous les avait tout courants de pensée, ouais. ils nous ont tout mis. Mais c'est-à-dire, mais complexe dans ta tête, parce que tu dis, mais c'est quoi ce truc déjà, je vais pas comprendre. Et c'est à la fin des études que tu arrives à faire des liens. Ils te le disent au début, ne vous inquiétez pas, vous allez faire des liens. Donc tu dis, ouais, super. Quand tu les vois travailler en cas clinique, tu dis, ouais, mais tu comprends, là, t'as vu ça, ben, c'est par rapport au crâne. Ouais, si tu veux, ouais, vite fait. Alors moi, j'avais fait méthode Busquet, donc j'avais déjà cette vision globale, donc heureusement que j'avais ça. Mais Vichy, c'était cette visibilité de cette ostéopathie large. Et quand on parle du conseil scientifique, c'est que l'ostéopathie n'est pas reconnue par la sécurité sociale, donc n'est pas prise en charge malheureusement par la sécu. Donc c'est des mutuelles qui ont compris l'intérêt ostéopathique et qui prennent en charge 3-4 séances par an. Vichy essaye de mettre en place vraiment un côté scientifique pour vraiment appuyer le côté scientifique de l'ostéopathie. C'est pour ça qu'ils ont un conseil scientifique qui vient regarder nos mémoires. Et dans ce conseil scientifique, il y a des médecins. Voilà. Et donc, ton mémoire, il est vu par des ostéos, mais aussi par des médecins de Clermont qui viennent choisir quel est le mémoire le plus intéressant. Et j'étais super contente parce que vous avez compris que je l'ai pris dans le tard, que derrière, les étudiants qui étaient dans ma promo, ils avaient 20 ans de moins que moi. Donc du coup, ils voulaient tous ce prix. Je leur ai dit, ouais, prenez ça dans la gueule, bim, il est pour moi. Excusez-moi les gars, je vous aime, mais j'étais très très fière de ça. D'ici, c'est cette approche-là. L'ostéopathie, face à une incontinence urinaire, c'est vrai que j'ai regardé, je suis allée voir qu'est-ce que dit l'ostéopathie dessus. Et si je dois être tout à fait honnête, je ne savais pas que vous pourriez clairement, c'est jamais venu dans ma tête que ça pouvait être utile d'envoyer chez un ostéopathe pour ça. Ouais, et ben voilà, tu vois, donc c'est vraiment l'ostéopathie, ils vont regarder, tu vas regarder en disant, ok, il y a des pressions qui sont là, donc moi je vais diminuer toutes tes pressions que je peux travailler, donc soit en fascia, soit en musculo-squelettique ou en viscéral, mais même les autres, je vais mettre je vais donner de la mobilité à des organes, par exemple, au-dessus de la vessie, justement, pour pouvoir lui permettre, tu vois, une ampliation, voilà. Je vais travailler sur le diaphragme pour que ce piston-là puisse vraiment être le plus souple, le plus malléable possible. Donc, tu as plein de techniques en fascia. J'aime beaucoup de fascia, donc je parle beaucoup de fascia, mais tu as plein de techniques en pompage ou autres qui vont te permettre d'alléger la vessie. Mais la contrepartie, c'est que si tu allèges le rugby, quand tu vois la pression, tu vois, je pense encore à cette mêlée, c'est une pression qui est descendante, donc tu viens par la tête, donc ça descend. Donc forcément, la vessie, elle prend cher.
Quand tu vas là, tu vois, quand elle rentre en mêlée, ben c'est la pression, la force, elle descend, donc c'est la vessie qui s'ouvre. Mmh. Tu vois, donc c'est pas comme voilà, c'est pas comme d'autres sports où ça va tu vois, c'est montant, donc tu pars du pied jusqu'à la tête. Ouais, comme le handball, sur les prises d'appui ou quand tu vas en Là, tu te dis, il y a tir. pas de voilà, tu peux retenir c'est plus facile de retenir le périnée sur un saut que vraiment sur quand tu rentres en mêlée et que c'est long en fait, tu vois, c'est pas juste tu rentres mais tu pousses jusqu'à gagner du terrain. Donc il y a toutes ces techniques un peu, alors très faciales, parce que derrière ça, encore une fois, quand je dis facial, c'est que sur le protocole, moi j'ai commencé à mettre en place, je travaillais sur l'obturateur interne, tu vois, c'est des zones très très proches de manière externe, tu vois, c'est des techniques, tu vas travailler sur les adducteurs, donc sur tous ces muscles périarticulaires, là, tu vois, proche de la vessie, sur le périnée, tu vois, tu vas vraiment relâcher toutes ces structures-là, redonner de la mobilité au sacrum. Donc tu te dis, ok, je vais faire tu vois, t'as des manœuvres comme ça, grande manœuvre urodynamique. Tu viens relever comme ça, soulager en fait. Hein, tu te mets à la tête du patient, tu viens faire une coupole avec tes mains, tu viens inspire, souffle, tu relèves, tu vois, tu viens travailler sur ce fascia, aller à le falciforme, l'ouraque, etc. Donc tu viens tout relâcher ces petites structures qui sont en tension par rapport au sport qui est indiqué. Si ce n'est que, j'ai demandé du coup à plein de profs. Alors chacun a sa petite sauce, là, en disant, ben, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça. Donc ce qui est sûr, c'est que le diaphragme a un rôle hyper important. Donc ça, c'est commun de tout ça, c'est ce que je retiens. Je dis, bon, moi j'ai une piste commune. Parce que t'en as qui vont te dire, ouais, je travaille en crânien. Donc t'as ceux qui sont que crâniens. Ouais. Et qui vont partir du crânien et qui vont tout libérer par le crâne. Et ça marche. Hein. L'étude sur le patient montre que ça marche. Après, il faut être convaincu de ça et comprendre que sur la séance, la personne va te dire, je vais soulager ta vessie, par contre, je vais rester que sur ton crâne. Il faut être ouvert aussi. Ça Après, marche, mais disons aussi que c'est une. Enfin, tu vois, vu qu'on a quand même un podcast de vulgarisation, enfin, ce qui est important aussi, c'est que c'est pas la première approche à aborder, que bien c'est ça. vérifier certaines choses, etc. Donc, C'est vraiment là l'idée, tu te dis, je soulage cette vessie, mais soulager cette vessie, tu vois, c'est un peu enfin, tu vois, ça peut je pense que c'est difficile à concevoir, pour la plupart des personnes, même si bien sûr, il y a des choses qui se passent, hein. ouais. Mais ça reste, Oui, c'est très, et c'est pour ça que c'est pour ça que l'ostéopathie aujourd'hui, à chaque école sa vision. Au moins en kinésithérapie, tu peux avoir fait tes études en Belgique. Moi, j'ai fait mes études en Belgique de kiné, donc à Toulouse ou autre. Sur un protocole, c'est le même. Une rééducation de ligamentoplastie du genou, c'est le même. En ostéopathie, t'as champ, tu vas te dire, ouais, moi je travaille en magnétisme, il y en a certains qui vont dire, moi je suis du structurel, moi je fais du viscéral, donc c'est à chaque patient son ostéo. Hein. oui, Et c'est c'est ça. pour ça que c'est encore plus difficile comparé à la kinésithérapie où c'est plus pratico-pratique, on va te dire, ben, il y a il y a plusieurs champs ouverts. Mais ces champs, là l'idée c'est de les raccourcir en disant, ok, ben c'est bien, toi si tu arrives en crânien, moi je sais que je prends le diaphragme, je vais dire, ok, moi je vais partir, ce que j'appelle le chef d'orchestre, et je vais faire un spécifique diaphragme et relâcher, tu vois, moi j'aime beaucoup Ouais, tu tournes l'obturateur autour. interne, voilà, toutes ces structures, même, tu vois, les ischio-jambiers, quand tu comprends un peu la dynamique de la sacro-iliaque, de comment ça se passe, tu te dis, ok, moi je veux relâcher cette sphère-là. C'est pas Non, mais si évident c'est que ouais. ça, finalement. Donc l'école de Vichy t'apporte ça. Ce qui est chouette, c'est que derrière, ils sont en train de m'accompagner parce qu'ils vont nous aider dans les 5 prochaines années à mettre en place ce protocole. Donc je sais pas, je suis contente d'avoir choisi cette école parce que quand tu es un étudiant, tu reviens, tu dis putain, je galère parce que je vais pas reprendre une thèse parce qu'à un moment donné, j'y ai pensé. Je me dis ah non, là, c'est mes enfants ils vont me fracasser, ils vont fêter 10 ans, ils vont se dire non mais maman, c'est bon, nous on étudie, arrête-toi là. Et là, il m'a dit, Julien, non mais écoute, c'est bon, on va l'an prochain, on va mettre en place quelque chose pour vous aider et pour que d'autres études soient faites sur le rugby, le handball ou encore d'autres sports. Donc tu vois, avec toute cette donnée qu'on aura, j'espère que les jeunes générations vont arriver à faire quelque chose de tout ça. Mais de toute façon, la profession d'ostéopathie, elle se heurte à ça. C'est que le titre parapluie d'ostéopathe, malheureusement, quand tu es patient, tu sais pas du tout ce que ton thérapeute fait. Et en fait, parfois, enfin moi j'ai ma liste d'ostéopathes qui font du viscéral, parce que des fois, c'est le viscéral qui est la clé. Moi, j'ai pas les clés, mais quand je touche, les abdos du patient, je dis: «Non, mais là, c'est» en
fait, je pourrais rien faire tant que là, c'est pas relâché. Parfois, j'ai besoin d'un ostéopathe structurel. Moi, je suis pas du tout c'est pas forcément ce que j'apprécie faire et il y a des fois, c'est la clé de mon traitement et en fait, si en tant que kiné, j'ai pas les bonnes adresses chez qui envoyer, mais je trouve qu'un un patient lambda, une personne lambda perdue dans la nature, c'est hyper dur déjà de savoir ce que tu as besoin, très clairement, mais deuxièmement, c'est un peu le facteur chance qui t'envoie chez la bonne personne qui pourrait probablement, aller à ton problème sans forcément, heu, user ou abuser ou aller dans des choses, qui sont pas Ouais, forcément ce qu'il faut et c'est vraiment complexe. Franchement, c'est une profession que, il faut avoir pour moi personnellement en tant que kiné, c'est pas du tout, contre, au contraire, je pense que c'est très complémentaire, mais c'est un vrai challenge à l'heure actuelle au vu des différents courants, au niveau du business que ça a été, au niveau des écoles, des étudiants qui sortent, qui n'ont pas de travail. Enfin, il y a un vrai problème quand même sur comment c'est en France actuellement et du coup, enfin, déjà merci de nous avoir partagé un peu le tour d'horizon par rapport à ça tu et sais, un peu la vision que tu as par rapport à ça. ouais, c'est une profession compliquée parce que tu es commercial. Alors, la Oui, c'est chance qu'on ça. a quand on est kiné, c'est qu'on a déjà nos patients. Quand ils sont là, ils t'ont fait confiance, donc en plus, ils t'ont servi un peu de cobaye parce que Mmh. tu as mis des techniques, voilà. Donc derrière, tu les as. Donc ils sont OK pour payer après tes séances d'ostéopathie. Quand tu sors d'ostéopathie et que tu n'as fait que ça, tu es un commercial. Mmh. Avant, on disait l'ostéopathe, tu le vois 4 fois par an. Maintenant, les personnes, ils vont chez l'ostéopathe tous les mois. Alors, Ouais. quand tu es d'individu lambda, je comprends pas trop. Quand tu es un sportif de haut niveau, je le comprends parce que ton Ouais, corps, c'est ton outil de travail. ouais. Et je dirais presque que si la Sécu avait à faire un effort, ça serait de dire les sportifs de haut niveau, bah, c'est vraiment tous les mois, voire toutes les 2 semaines que tu dois faire des petites techniques ostéopathiques. Pas grand-chose, parce que c'est leur Rolls-Royce, ça, c'est leur corps. Et c'est leur Mmh. esprit et autre chose. Donc, et c'est leur physiologie. Donc là, OK, pour que un sportif de haut niveau, je pense que toutes les 2 semaines au moins, il doit faire un check-up ostéopathique et kinésithérapie. Et de récupération aussi. Ouais. L'individu lambda, quand il me dit tous les mois, je vais voir l'ostéo, là, je commence à me poser personnellement des questions éthiques, en Ouais. me disant, elle est où la barrière entre j'ai besoin de toi, donc je te fais revenir, C'est ça. et en fait, Financièrement parlant, tu es mon gagne-pain et c'est pour ça, je suis désolée parce que c'est pas très poli presque de poser cette question-là ou de te confronter par rapport à cette activité d'ostéopathe. Mais quelque part, je pense que c'est une nécessité aussi d'en parler parce que c'est un réel fléau en France aujourd'hui, à la fois pour les étudiants qui s'engagent aussi dans les cursus d'ostéopathie alors que le marché est saturé. Ça, c'est c'est une ça. problématique, de dingue, quoi. Ostéo aujourd'hui, donc ça devient compliqué éthiquement parlant. Mmh. J'avais un prof que j'avais beaucoup aimé, qui l'a dit et qui a été très clair en disant, voilà, soit vous partez sur ce côté vraiment ostéopathie, vraiment avec ce côté d'être complémentaire à la kinésithérapie, d'amener un plus, un travail global. À travers ça, c'est pas tous les jours qu'on va voir l'ostéopathe. Soit vous rentrez dans cette dynamique un peu business et vous faites revenir votre. Et là, les gens, tu sais, ils vont pas bien quand ils vont pas bien et que tu leur dis, en plus, ils te croient. Tu dis, Bah, ouais, c'est bah, ça, écoutez, c'est pas fini, revenez dans 2 semaines. Bah, ils ont confiance, tu sais. c'est ça. Le La professionnel de santé, il a la blouse blanche, il a un pouvoir assez extraordinaire. Donc qu'il derrière, bah, si moi je te faut dis, pas abuser. bah, écoute, maintenant, il va falloir que tu reviennes parce que là, tu vas dire, ok, et ben, tu vas revenir. Donc c'est plus de 100 balles sur 2 semaines et que tu vas dire, bah, elle me l'a dit, et oui, bon, dans 3 mois, tu reviens aussi. Et là, j'aurai ça à travailler. Ben, tu as une confiance et un abus sûrement de certains. Après, c'est chacun se regarde Oui, bien sûr. devant un miroir et là, c'est notre combat. Merci pour tout ça. Je pense qu'on va on va clôturer, cette petite envolée, ce dossier. En tout cas, félicitations pour ton prix et puis, bah, écoute, au plaisir de suivre ce que ça va donner sur cette étude transversale et c'est très nécessaire. Je pense qu'on arrive à faire des études sur la thérapie manuelle, ô combien complexes, et ô combien décriées aussi chez les kinés, mais bon, on va pas rouvrir ce dossier. Je pense qu'on peut terminer avec notre dernière question. C'est notre question un peu, inaugurale et puis fétiche dans Femmes et Sport. Elle est un peu tabou. Heu, ce serait de savoir comment vous avez vécu vos premières règles. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous les avez eues? Quand? Comment? Je n'étais pas du tout prête à cette question. Désolée, c'est la surprise. Vous avez le Euh, droit de pas répondre, hein, mais Moi, hyper bien du fait que je vis avec ma mère. On est deux ouais. à la maison, deux femmes, donc déjà c'est hyper facile. Et en fait, un jour j'ai eu mes règles, j'ai dit oh maman, j'ai un problème. Elle m'a dit ok, pas de souci, t'inquiète. On en parlait hyper librement, enfin, pas de tabou. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de tabou, alors c'est Ouais. peut-être un avantage de vivre qu'avec sa mère, mais je pense que même les familles
unis peuvent totalement en parler avec les pères et les mères. Mais le fait en fait, d'en avoir toujours parlé, que ce soit hyper libre, moi, ça m'a pas C'est choqué. fait, quoi. Ouais, exactement. C'est ouais. Non, vraiment hyper libre. Ok. Ouais. Alors, c'était l'inverse. Il y a longtemps. L'époque dernière. Tu sais, alors, j'étais en aménorrhée, moi. J'avais pas de règles. Alors, je faisais beaucoup, j'étais très athlétique, je faisais beaucoup de sport. Donc, j'ai fait du handball, mais j'étais à l'UNSS, tout ça. J'ai tout fait comme sport, du foot, j'ai tout fait. Et je pense que j'avais un corps, ben, j'avais pas de règles. Alors, pour te dire, moi, je suis famille africaine, une mère qui élève seule 5 enfants. Il y a un petit frère, une grande sœur. J'avais toutes mes copines qui me disaient, ah, j'ai mes règles, j'ai mes règles, j'ai mes règles. Moi, j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et là, j'en parle à ma grande sœur, parce que tu vois, on parle pas à la maman, tu vois, on parle pas. Tu vas voir la grande sœur, la tante. Tu dis, ouais, est-ce que c'est normal? Et je dis, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, je pense que je vais pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, t'as vu dans la tête. Ouais. Et pourquoi? Parce que j'ai pas de règles, donc pas de règles, pas d'enfant. Ouais. Et elles me disent, non, écoute, on va en parler à maman. Donc, ma mère m'amène chez un gynéco. Je me souviens, alors là, je vais parler de. Et la mère, la daronne qui est là, et t'as la gynéco qui pose la question, est-ce que vous avez eu des rapports? Moi, tu vois, alors j'étais vierge, tu vois, t'étais là. Ah, Ouais. moi? Ouais, non. Donc, t'as la maman très fière à côté. Ah ouais. Ouf, ça c'est bon. Oh la vache. Avant le mariage. Et derrière, là, elle m'explique, je dis, ah, je vais pas avoir d'enfant. Elle me dit, mais pas du tout. Et en gros, j'ai compris ça, et elle m'a donné la pilule pour que je puisse avoir des règles régulières. Ouais, tu peux faire ça, mais voilà. Tu peux faire. Alors, vu nous sommes un podcast que audio, j'ai fermé mes yeux et Barbara a mimé un geste avec un pistolet. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais on te laisse finir, Kaidi, on reviendra dessus, je pense. Du coup, à 17 ans, du coup, j'ai eu la pilule. Donc, qui m'a fait avoir des seins de fou. Je pouvais plus courir, j'avais des seins de ça. Non, mais horrible. Et du coup, j'avais mes règles. Ouais. Et j'ai eu des règles, du coup, régulières. Donc, j'ai eu la pilule, pas parce que j'avais eu un conjoint, mais parce que j'avais pas de règles. C'était la solution qui avait été trouvée à l'époque pour ça. Et du coup, je vois mon tête, donc. Ouais, non, mais bref, ça nous désespère. Et tu as eu cette pilule combien de temps? Enfin, comment s'est passée après ta vie gynécologique par rapport à ça? Eh bien, je l'ai eu, j'ai tout le temps. Du coup, parce que moi, du coup, ça me permettait d'avoir ces règles. Donc après, par contre, c'est pour ton envie d'enfant quand tu as dû avoir ta maternité, par exemple? Alors, je l'ai arrêté quand j'ai eu cette pilule. Après, j'ai eu, en plus, elle était remboursée, les autres n'étaient pas remboursés. Donc, tu prends celle qui est remboursée parce que tu n'as pas de thune. Après, j'ai eu, même plus tard, j'ai pu avoir des microdosés, donc qui ont permis à mon corps d'être un peu plus normal. Parce que je te jure, j'avais une poitrine. Heureusement, j'ai allaité, donc sinon ça se voit pas, mais j'avais un truc de malade. Je mettais 2 soutiens-gorge au sport Ah ouais. pour pouvoir courir. Ah non, mais c'était horreur. Tu te souviens, c'était quel type de pilule? Waouh, je vais te le. Juste savoir la composition, en fait. C'est de la curiosité, c'est pas. Parce qu'après, j'ai eu la jasmine, qui était celle qui était microdosée. Ouais. Mais la première. Je pourrais pas te dire, mais comme j'ai gardé beaucoup des archives, là, tu sais, j'ai beaucoup archivé. Franchement, entre-temps, si j'arrive à retrouver ça, mais c'était une catastrophe. Tu vois, Barbara, moi, je veux juste rebondir par rapport à ta aspect à toi. Tu vois, la gynéco, à aucun moment, il a fait un bilan nutritionnel pour dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas déjà de déficit calorique? Combien de temps tu t'entraînes par semaine? Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la charge de travail, etc. Ouais, là, tu peux faire tes petits signes. Ouais, mais tu sais, moi, on s'interroge même sur les consultations de fertilité. Hein. Avant de faire la pompe à GNRH, est-ce que réellement, il y a des gynécos et il y a des personnes qui commencent à regarder le déficit énergétique? Mais très peu. Voilà, je te laisse répondre, Barbara. Honnêtement, très peu. Enfin, moi, toutes les filles qui viennent à moi, toutes les femmes qui me consultent à ce sujet, c'est le néant. Donc, au cas où vous nous écoutez, si une femme n'a pas ses règles à 15 ans, c'est ce qu'on appelle une aménorrhée primaire. Et c'est un facteur de risque important de beaucoup de choses, voilà. Et c'est très important, du coup, de consulter. Alors, je dirais plutôt, a priori, un gynécologue qui a une formation gynécologie médicale.
Et si possible, si c'est une jeune femme qui fait pas mal de sport, ou qui est assez active, consulter quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, en fait, en gynécologie du sport, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très rare encore en France. Et c'est pas quelque chose qui va être abordé. Donc, je dirais que si c'est une petite fille, enfin une jeune fille, pardon, parce qu'à 15 ans, voilà, une jeune fille active, il faut coupler ça avec un médecin du sport, si possible, c'est pareil, assez ouvert sur le sujet. Oups, excusez-moi. Ouais, pardon, bref, je croyais l'avoir mis en mode avion. Donc ouais, c'est important que ce soit dit. C'est grave de ne pas avoir ces règles à 15 ans. Et voilà, et donc la pilule n'est malheureusement pas la solution. En tout cas, c'est pas du tout ce qui est recommandé. Et en fait, Katie, je sais pas si tu as percuté du coup maintenant avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as capté un petit peu, qu'en fait c'était sûrement dû au volume de sport et peut-être pas appuyé par la nutrition sans que tu aies forcément des troubles, hein, mais J'en étais persuadée parce que je faisais beaucoup, j'étais pas une hyperactive, une hyper créative, je dirais. À l'époque. Donc je pense que, alors j'avais de très très bonnes, tu vois, j'avais de très bonnes notes, mais je pense que pour m'occuper, ma mère elle s'est dit, voilà, faut qu'elle sorte. Et donc je faisais, comme j'excellais dans les études, je faisais, quand je dis tous les mercredis, je sais pas combien d'heures en plus de handball, je faisais ouais. beaucoup, beaucoup de sport. Moi je savais déjà que c'était, je me suis dit, mais c'est parce que je fais beaucoup de sport, mais on m'a mis, Ouais. ça sur le tapis. Et je vais rebondir sur une autre, parce qu'après tu repars sur une autre problématique que j'ai eue. Quand je me suis fait ma rupture du tendon d'Achille, j'avais 21 ans. OK. Et j'avais une hygiène assez bonne. Et j'avais quelques tendinites avant. Et je me suis dit, quand le médecin m'a dit, vous prenez quelque chose, j'avais jamais pris même pas un Duronzan. J'avais pas fumé, j'avais rien pris. Et là tu as le médecin qui est en train de te dire que tu t'es dopé, tu vois. Tu te dis, mais il me raconte quoi celui-là? Et il dit oui, parce que ça arrive plus tard. Est-ce que vous avez pris des substances? Rien. Et ça m'a quand même taraudé longtemps. Et Ouais. après, en faisant mes études de kinésithérapie, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as pu prendre à ce moment-là? Et j'ai pris du Roaccutane, parce que j'avais des boutons, de l'acné. D'accord. Voilà. Et j'ai revu, alors tu vois, je me suis dit, vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai regardé la posologie. Et on te dit tendinopathie, etc. OK. Donc fragilisation des tendons. D'accord. Donc moi, Ouais, donc les effets iatrogéniques, ouais. je suis quasi sûre que ça a eu un effet parce que j'avais déjà. Moi, je suis vraiment athlétique, je suis en mode. Je suis sec. Gazelle. Tu vois, voilà, je bondis. Et bien, du coup, avec ce médicament, bon, j'ai plus de boutons, c'est sûr, mais derrière, je crois que j'ai peut-être. laissé un tendon. Et tu vois, par rapport à ton passé d'aménorrhée, en fait, tout simplement aussi, peut-être que tu étais à la limite. Enfin, en fait, le fait qu'on t'ait donné une contraception, Ouais. tu as eu des saignements de privation. Donc, en fait, ton cycle, c'est tout sauf régulé. C'est juste qu'en fait, ça a masqué ton aménorrhée de manière chimique et que du coup, à chaque fois que tu ne prenais pas, la semaine en fait où il y a pas de comprimé ou la semaine de placebo, en fait, c'est juste des saignements de privation parce qu'il y a plus les hormones exogènes qui sont apportées et ça, c'est pas le reflet d'un bon fonctionnement entre ton cerveau et tes ovaires et c'est pas non plus le bon fonctionnement d'une disponibilité énergétique qui est vraiment le pilier de ta santé hormonale. Ok. Et en fait, du coup, peut-être que même à 21 ans, 5 ans après, tu étais peut-être pas suffisamment en regard de tes apports et que ça a pu malheureusement les muscles, ça a la dalle, tu vois? Quand on est athlétique et sportive, il faut nourrir les muscles. Et en fait, du coup, ben, peut-être que ça a pu malheureusement conditionner peut-être une fragilité ou en tout cas une perturbation du fonctionnement musculaire Ouais. et potentiellement créer des charges différentes au niveau du tendon et mener à une tendinopathie ou une rupture du tendon. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu étudié dans la survenue des blessures, c'est, le déficit au niveau, calorique. Parce que du coup, Oui. quand on est kiné, on n'est pas nutritionniste, hein, donc on n'y pense pas tout simplement. Dans la prévalence, dans les épidémios, c'est très compliqué. Dans les études épidémiologiques qui font de la survenue de blessures sur du long cours, c'est très, très compliqué de screener l'alimentation des gens pendant 2 ans, 3 ans. Ça, c'est clair et net. C'est juste que c'est un facteur confondant énorme qui est très, très, très négligé et qui peut impacter tous les systèmes de l'organisme. Voilà. Alors, tu vois, je te remercie pour toutes les informations. Et j'avoue quelque chose, c'est que moi, longtemps, tu vois, c'est presque maintenant que je me sens femme, longtemps. Alors, j'ai mes enfants, etc. Mais tu vois, j'avais quelque chose, hormonalement parlant, qui me dérangeait. Tu vois, il y avait, voilà, tu te dis,
il y avait quelque chose. Bon, après, j'étais très contente parce que j'avais mes règles comme mes copines. Donc, Ouais. c'était, ouais, ça y est, que je suis comme vous. Et voilà, mais il y avait quelque chose, ça me parle à cette. Ouais, je remonte il y a 25 ans, mais ça me parle. Tu vois, ce Ok. côté énergétique, cette. Ouais, putain. Et du coup, en plus, une des choses qui est pas du tout étudiée aussi, c'est les ethnies. Donc en fait, parce qu'actuellement, c'est très Ouais, compliqué de regarder, en j'allais regard, éthique, en fait, les différentes ethnies. Est-ce qu'elles ont la même réponse, en fait, au déficit énergétique? Parce que du coup, effectivement, il y a une dans la théorie de l'évolution au niveau humain, on est des bébés sur terre et notre organisme a pas tellement, a pas tellement, évolué et par exemple, les ethnies plutôt asiatiques semblent avoir une tolérance au déficit énergétique qui est complètement différente des occidentaux, qui est complètement différent aussi des africains et du coup des ethnies africaines, pardon et du coup, c'est les Kenyans, par exemple, on a vu que les Kenyans étaient moins sensibles au déficit énergétique, probablement, que les occidentaux. Mmh. C'est une des Ouais. rares études qui a été faite et elle est pas très, très bien faite, mais elle a le mérite au moins d'exister. Mais c'est une vraie piste à creuser, en fait, sur laquelle on a peu de réponses aujourd'hui et je te laisse Et compléter, Barbara, peut-être. peut-être pour ça aussi que sur les marathons, etc., on a ces ethnies-là qui arrivent à être Ah oui. premiers parce qu'ils sont en capacité à avoir des réserves, des stockages, des choses Mmh. comme ça. Je me suis dit De que l'utilisation, ouais, il y a plein de choses. Mmh. ouais, je pense. Ouais, d'un point de vue composition corporelle aussi, on sait pas, en gros, alors le taux de masse grasse, auquel, chaque femme fonctionne bien, il est différent pour chacune, mais c'est pareil, en regard des ethnies, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, que ce soit en termes par exemple, de développement des maladies cardiovasculaires, hein, ou, bah, voilà, donc que ce soit en termes d'endocrinologie, Ouais, quoi. c'est très, très peu étudié et c'est compliqué à étudier parce que C'est éthiquement parlant, peu étudié. c'est un champ qui a été, presque, annihilé. En tout cas, ça se fait plus comme ça se faisait Puis avant. Ouais. ouais, éthiquement et puis pour toute question de protocole et de forcément d'études quoi, qui sont aussi, très complexes, Puis bon, on rappelle qu'on parle de la santé de la femme et des menstruations, donc un sujet qui est ô combien populaire, et encore plus. Voilà. dans le milieu. Mais en tout cas, juste ce que je voulais rajouter, c'est que toi, tu étais, très active et cetera, très athlétique et en plus tu as fait du sport de haut niveau. Mais une jeune adolescente qui a juste son EPS, plus quelques loisirs à côté, plus qui aime bien, je sais pas, se balader le week-end, etc., ça peut être suffisant en Ouais. fait. Si l'alimentation Ouais, n'est pour plus pas retarder ou inhiber le départ des cycles menstruels. D'accord. Donc moi, c'est souvent qu'on me dit «Oh mais moi je fais pas de sport de haut niveau». Ouais, mais tu es active quand même en fait. OK. Ou tu vois des jeunes femmes par exemple, qui vont grandir dans des environnements un peu «sportifs» entre guillemets ou qui vont partir en randonnée avec les parents le week-end, qui vont juste ça en fait, ça plus le PS plus, je joue au basket avec, mes copains. ouais. Ça suffit, en fait, si tu as pas l'appétit qui va avec et on sait que l'appétit n'est pas représentatif des besoins nutritionnels, chez les sportifs donc Barbara, ben ouais, regarde, même les troubles du comportement alimentaire, on les a chez les sportifs de haut niveau, on les a chez les sportifs de haut oui. niveau hommes aussi, on les a aussi chez les jeunes lambda qui sont pas vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Donc il y en a chez qui c'est conscient, il y en a chez qui c'est pas conscient ou alors c'est conscient mais c'est c'est en regard de troubles alimentaires effectivement ou de désordres alimentaires et chez les sportifs de haut niveau, les sportifs de haut niveau sont plus enfin la prévalence en tout cas de désordres alimentaires et de troubles alimentaires est plus haute chez les sportifs de haut niveau. Hem et chez les femmes encore plus. La prévalence est encore plus haute. Néanmoins, il semble, alors voilà, il y a quand même des études qu'on doit mener encore à ces sujets, mais chez les élites, carrément, il y a moins de troubles alimentaires que de désordres alimentaires. Donc vraiment, le spectre, en fait, des difficultés avec l'alimentation, on va dire, et avec son image corporelle, etc., est extrêmement large. Ça va d'une nutrition, enfin d'une alimentation, d'un comportement alimentaire qui est optimal, qui répond à ses besoins, etc., avec une bonne adaptation,
on passe au désordre alimentaire. Donc, c'est des comportements qui vont tendre à être pathologiques, mais qui ne correspondent pas exactement en termes de fréquence et de sévérité aux troubles alimentaires cliniques comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, etc. et les autres non spécifiés aussi. Mais on sait que le développement de désordres alimentaires, c'est vraiment le chemin qui mène droit aussi, qui mène droit aux troubles cliniques, quoi. Donc, Merci pour toutes ces informations parce que ça je les prends en information, j'écouterai les podcasts. Et j'ai une question, c'est le sujet de de ta thèse, pardon. Dis-moi tout. C'est quoi le sujet de ta thèse? Ok, pardon, je croyais que D'accord, pardon. Non. Le sujet c'est l'impact du cycle menstruel sur la performance neuromusculaire. Est-ce que, en fait, les différents climats hormonaux qui ont lieu au cours du cycle menstruel, parce que du coup, on me dit souvent: «Oui, j'ai mon cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe?» Alors je dis: «Bah, bonne nouvelle, ça veut dire que tu as tes règles tous les mois, mais c'est peut-être pas de ça que tu veux me parler, tu veux peut-être me dire que tu as tes règles». Donc tu vois, déjà dans la sémantique, en fait, le cycle menstruel, c'est vraiment ce qui se passe tous les 28 jours, si on a un cycle licorne théorique et magique extrêmement bien régulé, donc ça n'existe pas, hein, spoiler. On vous réfère au premier épisode de notre podcast où on raconte comment marche le cycle. Donc en fait, le cycle menstruel, il est divisé en 2 avec l'ovulation et en première partie, tu vas avoir les menstruations qui est un climat hormonal propre avec, une faible concentration en œstrogène et en progestérone. Ensuite, juste après, du coup, tu as la phase folliculaire tardive avec une montée œstrogénique qui va déclencher l'ovulation et ensuite tu auras la phase lutéale où la progestérone et les œstrogènes vont augmenter puis diminuer, pendant cette phase et l'idée, c'est de voir si la fonction neuromusculaire, donc les qualités musculaires à l'infiniment petit, qu'est-ce qui se passe en fait? Si l'unité motrice, elle répond pareil à tous les moments du cycle, donc hormonalement parlant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'avant de commencer à parler mêlée en la phase lutéale, on va déjà regarder si en labo, il se passe un truc. Tu vois ce que je veux dire? Quel test de terrain, Alors, de terrain laboratoire tu utilises? Du coup, en labo, on va avoir un test sur isocinétique, où on va regarder la montée de force et la production de force et le maintien de la force dans le temps. Alors ça, c'est bon, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que ça reste des secrets entre guillemets de trucs, mais un autre test, c'est sur l'endurance. Et en fait, on a une deuxième partie qui est effectivement beaucoup plus orientée terrain. On va essayer de voir si les femmes répondent différemment, si on entraîne différemment pendant le cycle. C'est-à-dire profiter du pic œstrogénique. Est-ce que c'est un avantage en termes de développement musculaire? Et du coup, l'idée, c'est de voir si on peut effectivement aller plus loin avec ça. Est-ce que du coup, on périodise par exemple l'entraînement des sportifs de haut niveau sur des disciplines très spécifiques? Parce que sur un sport collectif, bonjour la galère si chacun doit faire sa programmation, etc. Mais sur des sports individuels, ça peut être prometteur. Donc à voir un petit peu ce qu'on va trouver. Ça se trouve, on trouvera rien et ça veut dire qu'on va pas se préoccuper de ça. Ça se trouve, on va trouver des choses et on a un groupe pilule aussi qu'on va essayer d'investiguer pour voir les effets sur, de la prise contraceptive sur le muscle et ça, c'est un vrai chantier parce qu'on a je sais pas combien de types de pilules, on a je sais pas combien de dosages, comment on choisit la bonne, et cetera, et cetera. Donc je suis en plein dans le protocole, ça fait 2 ans que je dis ça de toute façon. Mais le protocole évolue, il faut statuer, il faut choisir, mais ça va être une belle aventure. Waouh, mais en tout cas, félicitations à toutes les deux pour ce que vous faites, parce que c'est top. Bah, merci. Ouais, bravo. On essaye. Et le but, je pense, c'est le même que vous, c'est vraiment déjà de pouvoir, tu vois, on écoutait une conférence avec Barbara, c'est la Female Athlete Conference qui était à Boston, cette année. On a pris en live, il y avait la possibilité de regarder les choses en live et il y avait une intervention qui disait qu'il fallait 17 ans entre la recherche telle qu'est faite dans les laboratoires, dans des projets de test, des choses comme ça, et qu'elle intègre le terrain. Et en fait, là, je me dis que, enfin moi, petite pierre à l'édifice, je me dis que là, avoir cette conversation-là avec vous, ben, on va peut-être pas mettre 17 ans, peut-être qu'on va mettre du coup juste 3 jours et que lundi, on va pouvoir chacune apporter et nourrir en fait de cette conversation des choses, des questionnements que peut-être si vous voyez une patiente en aménorrhée, enfin une joueuse en aménorrhée, vous aurez peut-être oh là là, mais attends, je sais qu'on a parlé de ça et franchement, je pense que c'est, tu me diras Barbara si t'es d'accord avec moi, mais tout le leitmotiv du podcast, c'est vraiment ça, c'est raccourcir ce délai. Alors bien sûr, on n'a pas la science infuse, on a nos propres biais, c'est-à-dire qu'on est intimement convaincus et persuadés, en tout cas animés sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à manger d'autres infos pour voir aussi si ça paraît cohérent, etc. Restez critique sur ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux et on en fait partie. Mais voilà, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse. Après, juste pour rebondir très rapidement, parce que
je veux pas repartir dans un débat, c'est pas ça, mais là, ce que tu viens de dire, moi, j'ai juste envie de dire, je suis vraiment une pro-terrain. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre les études scientifiques. Ouais, bah ouais. Autre chose, là, vous allez ressentir un peu ce que je pense des études scientifiques. En fait, les études qui ont été faites, elles n'ont pas fait sur mon panel de joueuses. Exactement. Et pas sur du haut niveau. C'est des humains, ouais, mais même sur le côté, ok, la joueuse, son caractère, son côté psychologique, son émotion, sa façon de vivre, sa façon d'être. Mais en fait, ça, c'est mes joueuses. L'étude, elle n'a pas vu ça. En fait, il y a aussi ce côté, moi, je vais prendre la connaissance partout. Et comme tu dis, on met des choses en place. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tu changes. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de donner dans le temps. Encore, et que c'est un domaine qui se développe, mais tout doucement. Et en fait, on a tellement de choses à rattraper sur l'étude des femmes, de la physiologie féminine, etc. Mais comme tu dis, Stéphanie, après, ça n'empêche pas même quand on lit les recherches, tu vois, de se dire, ouais, mais le sommeil, ça peut être un biais, justement, la nourriture, ça peut être un biais, le stress, ça peut être un biais, etc. Il y a beaucoup de facteurs. Après, je pense que les études scientifiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, bien au contraire, parce que c'est ça qui fait avancer. Je pense qu'il faut qu'il y ait le côté terrain, que les deux avancent. C'est ça. Et après, au lieu de toujours attendre, comme tu dis, il faut attendre 17 ans pour mettre des choses en place sur le terrain. Pourquoi tu veux attendre 17 ans? Mets en place des choses et ça va aider les études scientifiques, elles vont aller plus vite. Et les études scientifiques vont aider le terrain qui vont aller plus vite aussi. C'est vraiment ce travail transversal et je crois que ce qui nous réunit tous les quatre, si je le traduis en un mot, c'est la transmission. On a envie de transmettre quelque chose et d'informer les personnes. Parce que là, ce que vous m'avez dit sur l'aménorrhée, parce que j'en ai des petites jeunes là, donc vous m'avez donné un âge. Et c'est vrai que tu te dis, en plus là, les jeunes sont de plus en plus rapidement réglés. Là, moi, j'ai des petites là, à 10 ans, 11 ans, elles ont déjà leurs règles. Donc c'est vrai que ça va je vais peut-être me dire, tiens, celle qui n'a pas ses règles à 14-15 ans, prévenir aussi les parents, plutôt que de dire attends, ou prends la pilule, moi ça a marché à 27 ans. Ouais, non mais c'est ça. Et puis, de toute façon, je te rejoins complètement, Stéphanie, et c'est pour ça, au début, nos premiers échanges ont été tournés là-dessus. Je dis, mais c'est quoi vos besoins concrètement, en fait? C'est quoi les questions urgentes, etc. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je veux vraiment garder en tête, en permanence, et pas rester dans mon petit labo et faire mes petits trucs, parce que c'est pas ça la vraie vie. On est bien conscient de ça. Et d'un côté, c'est un vrai appel pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Est-ce que c'est des femmes qui sont plus répondantes que d'autres? Comment on les aide, du coup, en fait? Celles qui sont vraiment impactées par les hormones, comment on fait pour qu'elles puissent performer en toute situation, etc. Donc, voilà. Elle disait tout à l'heure, sur son mémoire, elle a positionné un protocole, etc. Mais comme j'ai dit, elle est arrivée à son protocole, j'ai dit, non, mais tu pourras jamais faire ça. À un moment donné, j'ai 40 joueuses, les 40 elles sont différentes. La théorie et la pratique. T'as une demi-heure, mais pour les 40. Voilà. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. C'est ça. Donc, il faut pouvoir remettre en place. Après, c'est pas pour autant qu'il faut rien faire, mais il faut juste essayer de chacun trouver le meilleur compromis pour qu'on... Des stratégies différentes pour voir les choses, prendre du recul sur les choses et se dire, ok, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, qu'est-ce que je peux mettre en place? Complètement. Et tu vois, pour la recherche, on en revient un peu, mais là, je te parle juste de la sportive euménorrhéique. Donc, ça veut dire avoir ses cycles normaux bien réglés. C'est la population que je vais étudier. Moi, je bataille pour essayer de pas exclure celles qui ont des troubles, parce qu'en fait, c'est chez elles que la fonction neuromusculaire, elle est impactée. Sauf que du coup, comment tu classifies ça? Comment tu prouves? Comment tu apportes ça en comité éthique? Ça, c'est hyper, hyper délicat. Et on ne parle pas de la grossesse, on ne parle pas d'endométriose, on ne parle pas du SOPK, on ne parle pas de la ménopause. Et en fait, tout ça, c'est une nécessité à étudier. Sauf que, tu vois, on ne peut pas tout faire. On est obligé de choisir un tout petit bout. Et en fait, l'océan de la donnée chez la femme, il est hyper important. C'est que le sport pendant la grossesse, alors c'est bien, on a compris que l'activité physique, c'était important. Mais en fait, on a des crossfiteuses qui veulent garder leur niveau. Il y a des basketteuses, des rugby women dont c'est le taf. Les Kenyanes, elles vivent de ça. Elles font vivre toute leur famille en course à pied. C'est pas suffisant de savoir qu'il faut rester active. C'est jusqu'à quand je peux garder ça et comment je peux revenir plus rapidement au sport. Donc, c'est une nécessité qu'on continue de le faire. Et pour autant, on va pas attendre la recherche pour faire des choses bien sur le terrain. Je te rejoins complètement, Stéphanie. Ben, nickel. Où est-ce qu'on peut suivre votre travail, les filles? Comme ça, on mettra les liens en barre d'infos. Alors, sur les réseaux de Kaidi, tu vas bien les suivre. Pourquoi c'est une machine? Là, on est toutes les deux sur Instagram, que ce soit sur Kaidi Miaro. Ouais. Alors, moi, j'ai trois. Alors, à trois, déjà. Kaidi Miaro, c'est moi perso, je poste rien. J'ai posté un engagement d'une association. J'ai vraiment qu'un post parce que je me suis engagée pour une association pour les jeunes en éducation en Afrique.
Donc, Katie Miaro, elle raconte un peu sa vie, mais vite fait. Esprit K, c'est vraiment, ça c'est mon combat de vie, c'est remettre l'humain au cœur du système de soins et amener un soin de qualité pour tous. Donc ça, c'est @esprit _K. Et j'ai créé du coup Activant. Activant, c'est aussi l'humain, c'est vraiment des qualités pour tous, c'est-à-dire que les chorégraphies thérapeutiques que j'ai créées, je voulais les rendre accessibles à tous, parce que c'est comme si c'était des techniques ostéopathiques et kinésithérapiques qui sont normalement payantes. Si tu viens me voir, ou si tu participes à mon atelier, parce que j'ai fait ça en dehors, hein, j'ai dû créer une société parce que c'est pas scientifiquement prouvé. Donc du coup, je me suis dit, ouais, mais c'est con parce que t'as quelque chose qui t'a aidé, qui aide les gens que tu suis. Purée, est-ce que tu peux pas le donner à d'autres personnes? Et c'est les réseaux sociaux qui me permettent de les mettre en ligne, que les personnes le fassent de chez eux. Donc j'ai vraiment respecté beaucoup de choses pour que ça ne nuise à personne. Et du coup, j'ai créé un autre compte qui s'appelle Activant. Comme je te le disais, j'ai envoyé 200 pages à l'ARS il y a 3-4 ans. Je trouvais que le mot patient, il était déjà psychologiquement compliqué dans le sens où le patient, il patiente et il attend dans la salle d'attente. Et donc, à quel moment tu vas lui dire, mais tiens, prends-toi en charge. C'est-à-dire, moi, je suis là, on est des adjuvants, je suis là pour t'aider, pour t'informer, pour te transmettre, mais ton corps, ton esprit et ton âme, c'est toi qui les gères. Alors, j'ai créé ce mot, Activant. Je me suis dit, plutôt que de patient, il faudrait déjà changer c'est pour les prochaines générations. Hein. Voilà, j'ai un activant, il est acteur et vivant. C'est-à-dire que quand tu vas lui donner des exercices à faire à la maison, il va pas venir te dire, ah, j'ai pas eu le temps, non. Ah, mais je vais les faire avec toi. Non. C'est-à-dire que moi, j'en ai X à aider aussi. Donc, tu vas te prendre en charge. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une société qui s'appelle Activant. Et dans Activant, j'ai pas tout posté, mais je poste la majorité des chorégraphies que je donne au grand public. Voilà. Ok, trop bien. Et Stéphanie, du coup, on peut suivre ton travail sur LinkedIn éventuellement? Ouais, sur LinkedIn, moi je suis sur Insta aussi, mais je pense que là, dans très peu de temps, je vais me refaire un autre profil pro pour vraiment bien scinder, bien mettre tout ce qui est autour du travail, de tout ce qui est mis en place, etc. Ce sera beaucoup plus simple parce que du coup, mon profil il est très. C'est ma vie perso aussi, j'ai rien à cacher, je suis pas quelqu'un de très simple, pas de souci, mais je pense que le côté d'avoir un Insta pro sera hyper plus intéressant. Mais du coup, ça, je vous le ferai savoir dès qu'il sera monté. Pas de souci, on restera à l'affût de ça. Merci beaucoup les filles pour votre temps, c'était vraiment un très bon moment et très beaux échanges. Du coup, quand tu veux, on vient à la réunion, il n'y a aucun souci. Ouais. On va manger des bouchons. On va manger des bouchons. Des bons bouchons qu'on bavard. Poulet qu'on bavard. Ça a pété il n'y a pas très longtemps. Il est toujours en éruption et mes parents arrivent dans 15 jours, donc j'espère qu'on va pouvoir aller voir l'éruption. Ils n'en ont jamais vu, donc ouais. On croise les doigts. Yes. Non, mais plaisir. Quand vous venez, on prépare un petit atelier, quelque chose. Ce sera très sympa de vous rencontrer aussi. À ce niveau-là. Merci beaucoup. Allez. Bonne journée. Merci. Yes. Bye bye. Ciao. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!